Pour moi, c'est ça le racisme. C'est quand on t'empêche de réussir. C'est quand on te met les bâtons dans les roues. Tout le reste, les histoires de on m'aime pas, moi, je m'en fous de ça. Tu vois, quand j'étais en Angleterre, Ouais. je faisais des fautes, genre H24. Quand les gens me corrigent, c'est pas qu'ils me critiquent. Exactement, ouais. Ils me corrigent juste pour me corriger. En France, t'as l'impression de l'avoir tapé. Il y avait des racistes, tu peux pas les taper, tu peux pas te faire virer. Tu peux pas les taper. Du coup, je rentrais aux toilettes, j'étais un boum, boum. Mohamed a dit boum. Je tapais parce qu'il fallait que je sorte cette rage-là. Et je la sortais là et au taf. Ouais. Je travaille. J'étais chez un psy. Wallah, j'ai payé 60 €. Il m'a dit ok. Il a noté. Il a noté. Wallah, il a noté parce qu'il y a personne qui te comprendra mieux que tes amis que tu connais depuis longtemps et que t'as souffert avec. C'est pas, tu vois, ils étaient là dès le début. Ils étaient pas là genre à la fin ou ils étaient là dès le début. Genre tu parlais, tu racontais ton histoire. Peu importe de ce qu'on peut dire aussi sur la France, les critiques qu'on peut avoir sur la France, c'est quand même le pays qui nous a aidé à nous rendre compte que dans la vie, voilà, c'est pas les blagues quoi. Bonjour Ayoub, comment ça va? Ça va très bien et toi Alain? Ça va très bien, ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast ici à Dubaï. Et on se connaît maintenant depuis 12 ans. Plaisir partagé, ouais, 12 ans, ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup. On a fait la même école d'ingé. Aujourd'hui, tu es un gros influenceur sur TikTok, sur Instagram. Créateur, s'il te plaît. Ah bon, c'est pas créateur, c'est pas influenceur? Non. Créateur, c'est quoi la différence? Bah, influenceur, il influence. Créateur, il fait de la création de contenu. La création de contenu. Il y a un peu d'influence dedans, mais pas que. Pas que, ok, parfait. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu cumules déjà plus de 3 millions d'abonnés. Ouais, environ plus de 3 millions d'abonnés. Sur les réseaux. Et aussi une grosse partie de ton audience aussi. T'as dupliqué un peu ton audience pour le Maroc aussi. C'est ça, exactement. Et tu gères les deux comptes sur la France et aussi sur le Maroc. Exactement. Et ça me fait plaisir de t'inviter pour le podcast parce que je voulais que tu partages un peu ton parcours. Je pense que c'est la première fois que tu vas parler de ça sur Internet. Ah oui, c'est vrai. J'ai jamais parlé de ça sur Internet. C'est la première fois. C'est l'exclusivité, là. C'est une exclusivité. Parce que je sais que ça peut inspirer pas mal de personnes. Comment t'es passé d'étudiant étranger aussi un peu comme moi. Parce que t'es venu ici en France, dans des conditions même un peu très bizarres d'ailleurs. Donc on va en parler lors de ce podcast. Donc du coup, présente-toi un peu pour la communauté. Et après, je te poserai quelques questions. On va dérouler tout le fil comme ça. Vas-y, pour ceux qui me connaissent pas ou qui m'ont jamais vu avant, bah, je m'appelle Ayoub Potter sur les réseaux. Enfin, ça dépend. Si vous êtes français, enfin, si vous parlez français, je m'appelle Ayoub Potter. Mais si vous êtes arabe ou marocain ou amazigh, je m'appelle Ayoub Logique. Parce que j'ai deux comptes, du coup, différents. Un pour les français, un pour la communauté arabe, d'Arija, tout ça. Et je fais des vidéos un peu de tout. Genre, tout ce qui me passe par la tête. Tu te rappelles, j'avais commencé avec la magie. Exactement. Je suis passé sur des vidéos d'humour. Après, j'ai fait des micro-trottoirs. J'ai fait des trucs dans le métro. Là, je fais des scénarios sur des outfits. Ouais. À chaque fois, je fais un truc différent. Et je vlogue ma vie de temps en temps. Ok, parfait. Voilà. Et tu es venu en France il y a 12 ans, même moment que moi. Et tout, on a fait la même école d'ingénieur. Exactement, Et, malheureusement. Malheureusement. Non, heureusement. Et je voulais un peu que tu parles de ce parcours parce que ça a été très difficile. Je pense très que bien. venir en France pour la première fois, découvrir un nouveau pays, dans une école, et aussi à l'époque, tu ne parlais pas très bien français, ou presque pas français. Ouais. Raconte-nous un peu. C'est compliqué pour ceux qui... Enfin, toi, t'as assisté, du coup, t'étais là depuis le début. Exactement. Un peu... On s'est pas rencontrés dès le début, je pense. On s'est rencontrés à peu près... À peu près, ouais. Vers la fin de l'année ou la deuxième année. Exactement. Exactement. Mais au début, c'était vraiment compliqué. T'arrives, tu connais personne. Déjà, j'arrive en retard. Tout le monde avait déjà commencé. Ouais. Moi, j'arrive genre 2 semaines en retard. Tu te rappelles les 2 premières semaines, comment ils étaient chaudes? Exactement. C'était compliqué. Moi, j'étais pas. Et du coup, j'arrive, tout le monde s'est déjà fait ses potes, tout le monde a fait ses groupes, tu vois. Et moi, j'arrive étranger, je parle pas la langue, c'était compliqué. Je comprends le bonjour, salut, comment ça va, mais quand tu pousses un peu plus la discussion, je suis en mode oui, tu vois, comme les Indiens ici. Exactement. Tu dis yes, alors qu'ils comprennent même pas ce que tu dis. J'étais dans la même situation. Et avec le temps, j'ai réussi à apprendre la langue, alhamdoulilah, comme on dit. Et j'ai réussi à m'adapter. Et c'était compliqué le premier semestre. J'avais une note horrible juste à cause de la langue parce que je comprenais pas ce qui était dit ni rien. Deuxième semestre, et tu te rappelles, ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire un subsharp? Ouais. Genre, ça veut dire que tu redoubles juste le premier semestre, mais tu redoubles pas l'année. Mais je pouvais pas, j'avais pas assez d'argent pour pouvoir redoubler le subsharp, enfin, refaire le subsharp. Ils m'ont dit, t'as pas une bonne note, tu vas sûrement redoubler. Autant de faire subsharp et comme ça tu gagnes. J'ai dit non, si je redouble, je rentre chez moi au bled. J'ai pas assez d'argent pour pouvoir continuer et ça veut dire que je mérite pas. Donc j'ai dit vas-y, j'y vais, deuxième semestre.
Et j'ai réussi. J'ai réussi. Avant même de parler de ça, de ça, et quand tu viens en France et tu parles pas la langue, tu es tout seul à l'université et tout, comment tu fais pour apprendre la langue rapidement? Déjà, même avant que tu ne viennes, je sais que on en avait déjà parlé, pour passer les admissions, Campus France, tout ça, tu dis à ton cousin de passer les entretiens à ta place, je me rappelle, parce que toi, tu pouvais pas parler français et tenir les entretiens. C'est ça. À l'époque, maintenant, tu peux plus le faire parce que maintenant, c'est des appels Skype. C'est des appels Skype, maintenant. Ouais, avant, tu pouvais faire juste un appel téléphonique. Donc, un appel téléphonique, ils savent pas qui est derrière, on voit pas ton visage. Ouais. Alors, du coup, j'ai passé à mon cousin pour qu'il parle à ma place et lui, il a parlé, vu qu'il habitait en France. C'était easy pour eux. Ils ont dit, ah, mais vous maîtrisez très bien la langue, monsieur. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand je suis arrivé, c'était une autre réalité. Et du coup, quand tu arrives en France et que tu commences l'école, c'est une école d'ingé quand même. Ouais. Et souvent, je dis dans mes vidéos, c'est une école d'ingé qui est très dure. Ouais. Parce que derrière, bon, l'école ne ferme jamais les portes. Tu dois travailler très dur. Les gars sont chauds. Parce que les gars, toi, je pense que c'est quand tu viens que tu découvres l'informatique, tu découvres les choses. Déjà, quand je découvre, j'étais j'ai fait le lycée public, dans le quartier, donc c'était pas les mêmes têtes. Je voyais les têtes de mon lycée et tout. Mais là, quand je suis arrivé, c'était des monstres, c'était pas des têtes. Et je comprends pas, ils dorment pendant tout le cours. Et ils ont appris plus que toi. Alors que toi, t'es là en train de noter tout. J'avais pas compris, j'avais peur. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas à ma place. Exactement. C'est pas mon environnement. Comment je vais faire pour réussir? Et surtout que dans ma classe, il y avait aucun arabe. Ça veut dire, on était en classe et en cours. Il y avait 80 personnes. J'étais le seul arabe dans la classe. Tu vois, des fois, il y a la solidarité. Exactement. Comme toi, t'avais ton pote, qui est derrière la caméra maintenant. J'ai dit, on est africains. On va se mettre ensemble. Exactement. Mais moi, j'étais tout seul dans la classe. Pendant toute l'année, il y avait aucun arabe. Donc, même pour parler arabe un peu, pour dire, tu peux me traduire ça en arabe, ce que ça veut dire? Ouais. J'avais pas ça. Ce que j'avais, c'était mon propre cours. J'avais mon dictionnaire arabe-français. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais pas d'ordinateur non plus. Ouais. J'étais dans une école d'informatique. Sans ordinateur. J'avais pas d'ordinateur. Ce que j'avais, c'était le rack. Le rack, là, ouais. Donc, pour traduire quelque chose, des fois, il fallait que je monte en salle machine. Je notais tous les mots que je comprenais pas. Ouais. Sur un papier. Et sur une feuille, pardon. Et après, je montais en salle machine, je traduisais Google Traduction. Et après, des fois, ce que je faisais carrément, parce qu'au bout d'un moment, je comprenais pas du tout les cours, j'écrivais tout le cours en français. Je montais en salle machine, j'allais faire Google Traduction, j'écrivais tout le cours en français pour avoir le cours en arabe derrière et pour essayer de comprendre. Ah ouais. Sinon, j'arrivais pas à comprendre. Bah, c'est ce qui m'avait fait, c'est ce qui m'avait permis après d'apprendre la langue rapidement. Ok, d'accord. T'étais là, on restait tard la nuit. Tard la nuit, on dormait à l'école à l'époque aussi. On dormait à l'école, on j'ai encore la photo où je dormais dans la bibliothèque et tu viens faire comme ça. Dans la bibliothèque. Ouais, tu viens faire comme ça, j'étais en train de dormir et tout. J'ai encore cette photo aussi. Je peux leur montrer ça. Ouais, je vais leur montrer la photo. Tu la mets là. Attends, elle est où la caméra? Tu la mets là. Je vais montrer aussi la photo là. Donc, tu ne comprends pas la langue, tu commences à travailler, donc tu dors, on était ensemble, hein, ouais. Toute la nuit, tu dors à l'école, tu charbonnes, tu essaies de comprendre. Et la première année d'ingé passe comme ça, et tu arrives quand même à avoir la moyenne. Ouais, j'ai réussi à avoir la moyenne. Pour passer en deuxième année. 10,15 un truc comme ça. Je voulais pas plus, je voulais juste 10,00. 10,00. Et du coup, quand cette première année passe, comment tu te sens, en fait, tu te dis que là, tu as plus confiance, et toi et surtout, on se rencontre à partir de ce moment-là, aussi. On se rencontre. Franchement, je vais pas te mentir, mais j'avais les larmes aux yeux. Ouais. J'avais la larme aux yeux au premier semestre parce que j'arrivais pas à réussir et je me disais, je vais rentrer au pays encore, ça va être compliqué. Ouais. Et j'avais les larmes aux yeux, à la fin du deuxième semestre parce que, j'ai réussi. Et j'avais les applaudissements de la directrice. La directrice, une femme formidable, ouais. Elle m'a dit, c'était incroyable ce que tu viens de faire. Parce que tu te rappelles, tout le monde parlait la langue. Ouais. Il y avait comment? Ça veut dire que même les gens, il y avait combien dans ma classe? Il y avait au moins 42 personnes. Ouais. À la fin de l'année, on est resté combien? On est resté 21. La moitié est partie. La moitié est partie, effectivement. C'est pas, ils ont redoublé. Non, ils ont quitté l'école. Ils ont quitté l'école, ouais. Et ils ont payé cher, pour l'école. Tu te rappelles, c'était pas. C'est 10 000 euros, hein. Exactement. C'était cher. Et je pense pour vous aussi, c'était pas facile. Ah non, mais bon, pour nous, c'était toi, tu parlais la langue. Moi, je parlais l'école. C'était chaud. C'était chaud. Mais je parlais la langue et pourtant, c'était difficile. C'était difficile. Donc, imagine si tu ne parles pas la langue et que tu dois traduire et tout. Mais je pense que c'est ça aussi la force parce que cette école aussi, ça nous a poussé dans nos retranchements.
C'est ça aussi, en fait. C'est que elle te challenge, en fait. Soit tu abandonnes et tu fais le mec victime et tout, soit tu te dis c'est pas possible. Tu vois. Et surtout, il faut pas oublier aussi, il avait ce côté un peu arrogant que les gars avaient. Tu vois, tu le vois réussir, tu vois faire le truc. Ce petit côté arrogant où, quand tu demandes une explication, non, écoute, bah, c'est simple, mais c'est facile, bah, comment tu ne peux pas coder? Tout ça, ça te frustrait énormément. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce truc? Je suis nul, c'est pas possible. Et l'autre truc aussi qui m'a fait pousser aussi, c'est le racisme. Je sais pas si toi tu l'as vécu, mais moi je l'ai vécu en première année, deuxième année. C'était énorme. Enfin, j'étais le seul arabe qui vient du bled, dans la classe, et tu vois l'école elle était pas, il y avait pas d'arabe, il y avait plus que de exactement. Voilà. Du coup bah j'ai vécu beaucoup de racisme la première année et la deuxième année. Surtout au niveau de, je me rappelle très bien le fait de ne pas bien parler la langue, exactement. Etc., les moqueries, les trucs comme ça et tout. C'est ça, ils se moquaient de moi parce que je comprenais, ils faisaient des blagues sur mon nom, moi je comprenais pas la blague. Et franchement, j'ai dû refaire apparaître mon côté street pour pouvoir arrêter ça. Exactement, oui. J'étais obligé parce que sinon ils allaient continuer, donc j'étais obligé d'aller les faire comprendre que ça blague pas. Ils ont vite arrêté. Ouais. Même le gars, il faisait 1m90, il faisait du rugby. Moi, parce que moi, j'étais petit encore de taille. Ouais. J'ai grandi tard. Donc même le gars, il faisait 1m90, j'allais le taper. Tu te rappelles, à un moment, j'étais énervé. Quand je m'énervais, tu balances tout. Je balance tout. Enfin, maintenant, plus comme avant, mais avant, je balançais tout. C'était la frustration de ne pas réussir, de voir les gens réussir facilement. Toi, tu viens de l'étranger. Ce que tu vois, ce qu'ils te font, ça faisait mal. Mais tout un mal pour un bien. Exactement, tout un mal pour un bien. Et aussi, il faut quand même dire que tout au long de l'année universitaire, enfin de nos 5 ans, et à l'école d'ingénieur aussi, tu as quand même eu beaucoup de mal. Oui. Même avec les professeurs, beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais. On voulait te faire redoubler à chaque fois. Et vraiment, raconte-nous un peu toute cette... Ça, c'est la dernière année. J'avais un prof. En fait, j'étais accepté dans une entreprise, là, on devait partir en stage. Ouais. Et j'étais accepté par une autre grande entreprise. Hein. Et ils m'ont donné l'autorisation. J'ai passé l'entretien avec le directeur de la division. C'est pas, j'ai passé l'entretien avec un manager de l'entreprise, avec le directeur de la division. Il a dit, lui, je le veux. Ouais. Je suis retourné à mon chef là, de la spécialité. De la spécialité que tu faisais. Cette entreprise m'a accepté. Est-ce que je peux partir? Il m'a dit oui. C'est bien, tu étais accepté dans une bonne entreprise, très bien, je m'attendais pas ça de toi. Je dis ben merci, ça fait plaisir, tu vois, finalement, il reconnaît. Et tu vois, tout le monde part en stage. Ouais. Tout le monde part en stage. Même celui qui arrivait, normalement, tu t'as 2 à la moyenne, tu pars. Ouais. Lui, il avait 2, il était parti. Il venait jamais en cours. Moi, j'étais là, tous les cours. Puis, il est parti. Et moi, je me retrouve sans pouvoir partir en stage. Je dis pourquoi? Il me dit quoi? Ayoub, ton niveau de français n'est pas assez bon. Je pense que si tu pars en stage, tu vas nous faire honte. Tu vas nous faire honte. L'école va avoir une mauvaise image après. Putain. J'étais là en mode, what? Quoi? Une mauvaise image? Et là, je vais pas te mentir, j'étais en train de pleurer. Parce que tu fais 5 ans, là, t'es arrivé au bout. Et finalement, tu te dis, non, tu dois redoubler. Pourquoi? Parce que, tu maîtrises pas la langue. Pas assez bien. Alors que t'as eu les moyennes, t'as validé les notes, t'as passé l'entretien, le chef a accepté et tout. J'avais une mauvaise note, c'était en français. Ouais, on va pas se mentir. J'avais une mauvaise note en français. Mais ça compensait avec les autres matières. Mais, même avec ça, il me disait non, tu vas pas partir en stage. Je dis, ouais. Tout le monde est parti en stage, moi je me retrouve en juin. Et le pire, c'est que mon compte en banque, j'avais plus que 5 € à la fin. Ouais. 5 € à la fin. Genre que je me disais, demain, comment je vais faire? Genre, qu'est-ce que je vais manger? Parce que je mangeais déjà vers la fin du stage, vers la fin de l'année scolaire, je mangeais que des céréales. Céréales, matin, après-midi, soir. Presque matin, après-midi, soir. C'est pour ça que j'ai des problèmes de maux de ventre aujourd'hui, ouais. Des problèmes de ventre, je sais pas, mais tu vois, j'ai des problèmes de ventre, mais c'est parce que, tu vois, je me suis dit, il reste plus beaucoup, je regarde mon compte en banque, je me suis dit, je vais avoir le stage après, je vais être bien. Mais même, j'avais plus de stage, j'avais plus rien, j'étais obligé. Au bout d'un moment, j'ai fait un coup d'état. Ouais. Un coup d'école. Un coup d'école. Un coup d'école. J'étais obligé. Je suis allé voir l'administration, j'ai commencé à montrer, j'ai réussi à avoir les notes des autres personnes. Des autres étudiants, oui. Exactement. Et j'ai commencé à faire, voilà mes notes,
voilà les notes des autres étudiants. Eux, ils sont partis en stage. Moi, je suis pas parti en stage encore. Pourquoi? Si moi, je pars pas en stage, ça me dérange pas. Mais eux aussi, ils doivent pas partir en stage. Exactement, ouais. Si eux partent en stage, moi, il faut que je parte en stage parce que j'ai des meilleures notes qu'eux. Et c'est là où j'ai commencé à voir chaque personne de l'école. Même si c'était juste une assistante, Ouais. j'allais lui montrer. Et du coup, eux, ils ont commencé à dire, ah, mais ça se fait pas, genre, c'est raciste, tu vois. Ils ont commencé à voir le racisme, même des gens de l'école. C'est raciste ce qu'ils étaient en train de faire. Du coup, chaque personne, elle allait se plaindre après, derrière, vers le directeur. Tu vois, le pause café, comme Exactement. ça. Elles allaient se plaindre, dire, ouais, mais t'as vu, Ayoub, ce qui s'est passé? Ouais. Il me dit, il s'est passé quoi? Mais même le directeur, il voulait pas me voir. Il me disait, va voir avec ton chef de... Ton chef de division de spécialité et tout. Exactement. Je disais, ok. Enfin, moi, j'allais le voir, mais lui, il voulait pas parler. Après, petit à petit, ça m'a pris de janvier jusqu'à juin. Donc, Plus de 6 mois pour les convaincre de te laisser partir en stage. Exactement. C'était dur. Et vas-y. Ouais, heureusement, parce que, tu vois, quand ils m'ont dit, ok, il me restait plus que 5 euros. Le lendemain, j'ai appelé un pote, je lui dis, est-ce que Prosper? Je lui ai appelé, je lui ai dit, est-ce que il y a une place dans votre entreprise? Il me dit oui. Je te copte. Il m'a copté le jour même, encore. Une autre entreprise, hein. J'ai passé que 2 entretiens. Une autre entreprise. J'ai passé l'entretien comme ça, en une demi-heure. Ils m'ont dit, c'est bon, on te prend. Voilà. T'es bon. Tu commences quand? Tu peux commencer quand? Je dis, tu peux commencer cet après-midi si vous voulez. J'ai besoin d'argent. Et le lendemain, tu vois, j'y vais, je signe tout. Le lendemain, ils me donnent des tickets restaurants. Alhamdoulilah, je peux manger. Voilà, et pour moi, c'est ça qui est important parce que pour moi, c'est ça le racisme. C'est quand on t'empêche de réussir. C'est quand on te met les bâtons dans les roues. Tout le reste, les histoires de on m'aime pas, moi, je m'en fous de ça. Quand on t'aime pas, personne n'aime personne. Mais si on t'empêche, dans ton cas, par exemple, c'est du pur racisme pour moi. Les gens peuvent dire oui, mais vous abusez un peu. Non. Le racisme, c'est quand tu as les bonnes notes, tu as tout, on te dit non, toi, tu n'iras pas en stage. c'est ça. Tu vois, et ça, c'est l'une des choses qu'on a beaucoup vécu aussi. Et bon, avec notre directeur artistique qui est derrière, parce que quand on était en salle à l'école, j'étais le délégué. Tu vois, on s'est arrangé pour être les délégués. Tu vois, parce qu'on a compris tout de suite que si on n'était pas dans cette position-là, De force, on allait se retrouver dans la merde. Et souvent, quand on passait, tu sais, en fin de chaque semestre, à la fin de chaque semestre, il y a une sorte de jury pour décider si tu passes le semestre ou pas, tu te rappelles. Et il y a le directeur qui va être là, ou de la spécialité, etc. et tout. Et parfois, tu assistes à des scènes où tu vois que l'autre, il a des notes quand même, on dit ouais, vas-y. On lui dit non, c'est bon. On lui valide, on dit c'est validé. Et toi, on arrive sur toi, on te dit ouais, rattrapage. Je dis mais attends, mais l'autre, vous venez de l'accepter. Vous venez de l'accepter, tu vois. Pourquoi lui il va pas en rattrapage? Alors que lui aussi. On a le même note. La même note. En plus, il est pire encore. Et constamment, c'est les choses que tu vis. C'est des petits détails, hein. C'est les petits détails, en fait. Mais qui font et mal. souvent, quand tu en parles, les gens, ils disent, ouais, mais bon, t'abuses un peu. Ouais, mais non, tu vois le mal partout. Alors que c'est dans les petits détails. Et nous, je pense que c'est ça aussi qui a fait que, rapidement, en tout cas, c'est pas pourquoi, mais on a compris, on a dit, on allait déléguer. En tout cas, être dans l'administration un peu, voir un peu. Parce que si on n'était pas dans ces positions-là, mais on allait subir seulement. Non, mais c'est ce que j'ai eu. J'ai fait que de subir. Tu vois. Tout. Parce que je parlais pas la langue, je pouvais pas être délégué. Et tu pouvais pas être délégué, tu pouvais pas te défendre aussi, tu vois. Tu pouvais pas aussi te défendre, etc. Et c'est ça pour moi vraiment la définition du racisme. C'est quand tu empêches quelqu'un parce que tu es dans une position de pouvoir et tu vas l'empêcher de réussir, tu vas l'empêcher, tu vas lui mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Et c'est vraiment ça pour moi Quand j'étais en Angleterre, j'ai pas vécu ça par contre. Exactement. J'ai fait un semestre en Angleterre, je parlais pas la langue non plus, mais après tous les Français parlaient pas la langue. Exactement. Et moi j'ai réussi à vite m'adapter. Maintenant je parle anglais très bien. Et par contre là-bas j'ai vécu zéro racisme. Je pense aussi c'est parce que le monde anglo-saxon, tant que t'es bon. Et ça, quoi. Les anglo-saxons sont comme ça, tu vois, c'est, ok, ils parlent pas bien la langue, mais le gars, il est bon. Il a de bonnes notes. Ils vont faire fi de ça. Ils vont pas chipoter sur ça et tout. Ça, et souvent, en France, on a aussi ce côté, en France, où on juge beaucoup. C'est ça. Tu vois, on va juger sur l'aspect, sur la manière de parler la langue. Et lui, c'est un blédard. Lui, on ne comprend pas ce qu'il dit, etc. Et c'est des petites micro-agressions comme ça qui te font perdre confiance en toi, hein. Et le pire, c'est que moi, je l'ai vécu dès le premier jour, dès mon arrivée. Ouais. C'est pas genre, après, avec le temps. Non, dès le premier jour, ils m'ont fait comprendre que, voilà, t'es un blédard. Enfin, je suis quelqu'un qui vient du bled. Exactement. Du Maroc. Mais je suis pas un blédard. Excuse-moi, il y en a plein qui se moquaient de moi, mais ils ont pas réussi la première année. Nous, on a réussi.
Chronophare aussi la première année d'ingé, sincèrement. En tout cas, c'était une école qui était très très chaude, Très dur. sincèrement. Et aujourd'hui, bon, tu travailles, donc tu as travaillé pendant au moins plus de 5 ans déjà, dans de grandes positions en plus. Ouais. J'ai eu des projets que personne n'a eu. Enfin, Ouais. j'étais petit j'étais un des plus petits à avoir un grand projet de l'entreprise. Ok. Enfin, chez un client, pas. Chez un client, parce ouais, que chez un j'étais client, ouais. Je suis en conseil. Mm. Et du coup, j'étais un des plus petits, plus jeunes, pardon. Plus jeune, ouais. Plus jeunes consultants à avoir ce projet-là, sachant qu'ils donnaient pas de projet à des consultants. À des consultants, ouais. Ils donnent que à des internes. Et j'ai réussi à avoir le projet avec un grand client. Ça, genre, quand je suis parti, c'était compliqué parce que j'arrivais au bout de mes 3 ans. Ouais. Et c'était compliqué pour eux. Ils m'ont dit, ah, il est parti, toutes les connaissances sont parties. Moi, je pouvais pas rester avec eux. Je me suis dit, Ouais. c'est bon, 3 ans. Il y avait le Covid, tout ça, c'était compliqué. Moi, je voulais changer, voir autre chose. Ok, d'accord. Parfait. Maintenant, l'une des choses aussi que je voulais aborder avec toi, pourquoi, à un moment donné, parce qu'on était tous ensemble, on était même presque dans la même résidence, tu venais de passer du temps avec nous à la résidence, Ah, je etc. squattais chez vous, c'est pas grave. Tu squattais. Je squattais surtout chez lui, là. Tu squattais beaucoup chez nous et tout. Et pourquoi tu t'es dit à un moment donné, je vais me lancer sur les réseaux sociaux? Parce que bon, à l'époque, moi, si j'avais commencé un peu à me lancer, mais pourquoi tu t'es dit, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, je vais développer une communauté? Parce qu'on a vu, tu as commencé avec la magie comme ça. C'est ça. Tu nous faisais plutôt de magie de merde. Donc, Ouais, de merde, ouais. Je suis d'accord. tu apprenais les trucs avec les cartes, etc. Pourquoi à un moment donné, tu t'es dit que bon, je vais aller sur les réseaux, je vais développer une communauté, ou en tout cas, l'idée t'est venue un peu comme ça, alors que là, tu as galéré 5 ans pour finalement sortir avec un grand diplôme d'ingé, avec une bonne boîte de consulting, etc., un bon salaire derrière aussi. Et tu t'es dit, bon, en parallèle, je vais me lancer sur les réseaux. Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à te lancer? Ce qui m'a poussé, c'est l'école quand même. C'est l'école, ouais. Quand même, je pense que toi aussi, parce qu'il faut pas se mentir. Ouais. L'école, on a appris à travailler. Enfin, Ouais. pour moi, j'avais jamais travaillé autant ouais. qu'à l'école. Il faut le dire, sincèrement, ouais. Jamais autant travaillé. Quand on a fini l'école, je faisais pas des tours de magie avant. Ouais. Quand on avait fini l'école. Oui. Je me suis retrouvé le soir à rester assis chez moi comme ça, à regarder l'écran. À ne rien faire. À rien faire. Et je m'étais pas habitué, j'étais pas habitué à ça. Genre, il faut que faire quelque chose. Ouais. Faut au moins, on fait, la soirée, il faut qu'elle passe. Et moi, je connaissais plus personne. Genre, lui, il est parti. Ouais. Chacun est parti de son côté après, Exactement, à la après fin les- des écoles. ouais. À la fin des écoles. Eugène était parti au Pérou. Chacun est parti ailleurs. Du coup, je me retrouve seul chez moi comme ça. Je parle à qui? Personne. Les autres, chacun fait sa vie. Donc, je devais faire quelque chose. À un moment, j'ai regardé une vidéo YouTube et je suis tombé sur une vidéo de David Blaine. C'était Ouais, le David Ramadan. Blaine, ouais, voilà. C'était le Ramadan. Et du coup, il a fait un tour de magie, un deuxième tour. Je dis, mais comment il fait ça? J'ai commencé à regarder, j'ai compris. Enfin, j'ai compris la logique. J'ai essayé de le faire. Marius, il habitait encore à ce moment-là à côté. Ouais. Je prends mes cartes, je vais toquer chez lui. Et Marius, je vais te faire un tour de magie. Et 11 heures, depuis quand je fais le tour de magie? Je dis, t'inquiète, je suis marocain. Et là, je lui ai fait un tour de magie. Il me dit, ah, c'est bien. J'ai réussi le tour de magie. Après, j'ai commencé à faire des tours de magie. Je me suis dit, attends, je vais remplir mes soirées avec des tours de magie. Après, j'ai commencé à faire dans la rue. Je suis allé voir, tu vois, ça m'a permis d'être un peu plus extraverti, avoir Ouais. une approche vers les gens, comment parler les gens, briser la glace. Et à un moment, je fais un tour de magie et tout le monde disait que c'était nul au Ouais. début. Genre, comme toi, t'as dit que c'était nul au début. Mais genre, moi, j'ai fait des tours de magie à plus de 1000 personnes. Ah ouais. Et les gens me disaient, ah, mais c'est nul, mais je vois comment t'as fait. Ah, mais c'est normal. J'ai jamais dit que j'étais professionnel. J'arrive, Ouais. je dis, je suis débutant. Est-ce que je peux vous faire un tour de magie? Et les gens se moquaient de moi. Les gens me disaient non. Les gens me disaient, tu vois. Et avec le temps, bah, je réussissais, j'apprenais, je tremblais moins parce que t'arrives au début, t'es comme ça devant trembles, des ouais. personnes. Avec le temps, t'as plus, tu vois, tu trembles plus trop. Et à un moment, je fais des tours de magie. Le gars, il est chaud. Il me dit, waouh, comment tu fais ça? Je dis, t'inquiète. Et là, il me dit, bah, fais ça sur des vidéos, je fais des vidéos. Et je dis, bah, j'ai pas un beau téléphone, j'avais un LG vieux. Ouais, d'accord, 3 je me rappelle, mégapixels, ouais. je me rappelle. Et là, il me dit, bah, t'inquiète, je te filme et je t'envoie ça. Ouais. Je dis, bah, merci, bro. Et du coup, je filme, et il commence à me filmer, je fais le tour de magie. Il me dit, mais toi, tu fais de la magie, tout ça, et en plus, t'es marocain. Il me dit, t'es le cousin de Harry Potter. Ouais.
Et là, j'ai dit, ah ouais, bah, je suis Ayoub Potter, je suis son cousin du bled. Ouais, tu es le cousin du bled. Et voilà, c'est resté Ayoub. Là, c'est l'histoire de Ayoub Potter. Comment c'est créé. Du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais mettre Ayoub Potter sur les réseaux sociaux. Et j'ai enchaîné sur la magie. Et bah, du coup, bah, après, je postais au début, c'était nul. Je postais une vidéo par semaine. Après, quand il y a eu le Covid. Ouais, je me rappelle. Juste un peu avant le Covid, hein. J'ai commencé à me lancer sur TikTok. Ouais. Quand j'avais rencontré Yann. Exactement, là, à l'époque. Là, je me suis lancé. En plus, il y a eu Daniel Fernandez qui était venu chez moi. Ouais. Du coup, il m'avait inspiré encore plus. Et du coup, bah, je me suis lancé sur TikTok. Et en un an, j'avais eu 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés, ouais. Du coup, c'est parti. Moi, c'est monté en flèche. Voilà. Après, on a commencé à faire des vidéos. On a créé un groupe, si je te rappelle aussi. Ouais. On a commencé à tourner. En plus, c'était le Covid, donc on tournait que à la résidence. J'ai eu 1,5 million d'abonnés à cette époque-là. Et après, bah, je commence à faire petit à petit des vidéos, voilà. Ouais, bon, on va revenir quand même sur ça parce que bon, c'est allé un peu vite, on va revenir dessus. D'ailleurs, quand tu te lances dans la magie, que tu commences à faire les tours, comment tu as eu ce courage, tu vois, de dire bon, je vais aller dehors parce que quand même il faut. Ah, j'ai séché. C'est pas un courage, c'est l'inverse. Genre, il fallait que je parle à des gens, j'allais péter un câble chez moi tout seul. Comme je dis, moi j'aime bien parler avec les gens. Et j'étais tout seul chez moi, il fallait que je fasse connaissance avec de nouvelles personnes, rencontrer. En plus, tu vois, dans notre domaine, IT, tu rencontres toujours la même personne après. Exactement. Il fallait que tu rencontres d'autres personnes, avocates, médecins. Tu vois, tu enrichissais un peu plus ton carnet d'adresses, entre guillemets. Ouais. Au début, c'était juste pour ça, hein, pour que je rencontre des nouvelles personnes dans d'autres domaines, pour apprendre un peu plus de ce qu'ils font. Avec le temps, ça s'est fait tout seul. Genre, je commence à me forcer. Je croise la première personne, la deuxième personne. Après, les gens, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, mais j'ai une soirée, est-ce que tu veux venir faire Exactement, une magie? Je te paye. Tu me payes. Ah bah, ouais, vas-y. Il dit, combien, c'est combien? Je dis, tu peux me donner combien? Ah ouais. Je dis, bah, là, il me dit, bah, 100 €. Je dis, bah, vas-y, 100 €. Alors que normalement, je faisais ça à la rue gratuitement. Genre, je gagnais 0 €. Après, j'ai fait 100 €, 150, 200, 400, 700, 1000. Voilà, genre, ça monte petit à petit. Et après, il y a eu le Covid. Et on a arrêté carrément ça parce que tu pouvais plus faire ça dehors. Les soirées, etc. C'est là où j'ai changé un peu mon contenu encore. Je me suis adapté, j'ai fait de l'humour. J'ai commencé à faire de l'humour parce que bah, la magie tout seul à la maison, il y avait plus cette approche pour aller vers les gens, tout ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire de l'humour et ça a marché de ouf aussi. Donc, je me suis dit, ah bah, ça marche l'humour aussi. Hein. Je suis humoriste maintenant. Je suis passé d'ingénieur, magicien, maintenant humoriste. Et ça a marché de fou. Donc, ça a continué de marcher aussi. Et après, en plus, avec le groupe, ça a créé un bon groupe dynamique. On voyait tout le monde nous voyait. J'étais même sur les pubs TikTok. Ah ouais. Tu ouvrais YouTube. On te voyait. Tu me voyais. Et là, je reçois des messages de mon entreprise. Ayoub, tu fais quoi sur YouTube? Mais je suis pas sur YouTube, je suis sur TikTok. Il dit oui, mais on te voit sur YouTube. Comment ça, tu me vois sur YouTube? Et là, il m'envoie une photo comme ça. Tching. TikTok utilise mes vidéos pour faire de la pub sur YouTube. Ah ouais. J'étais, ah ouais, ça veut dire que je suis arrivé à ce niveau-là, carrément. Damn. Ça veut dire que ce que je faisais, c'est des bons contenus. Donc, voilà. Après, tu vois, j'ai jamais eu autant un grand manager, quelque chose comme ça. J'ai toujours été tout seul. Tout seul à faire tout ça, ouais. Et je voyais des gens qui, ça aussi, dans le monde aussi, tu le remarques, même si t'es dans n'importe quel domaine, finalement. T'es bon, t'es TikTok, tu utilises tes vidéos, tu fais du bon contenu. Quand tu regardes derrière, il y a un gars qui a moins d'abonnés que toi, qui a du contenu moins bien que toi. Bah, finalement, il a les contacts ou il a quelque chose, bah, toutes les pubs, enfin, toutes les collaborations vont vers lui. Et toi, t'as rien. Ouais. Toi, t'as rien. Et ce que j'ai créé beaucoup de choses parce que j'ai créé beaucoup de concepts. Tu te rappelles d'ailleurs la vidéo qu'on avait fait, après j'ai fait des micro-trottoirs. La vidéo micro-trottoir qu'on avait fait, comment ça a explosé Internet. Exactement. Tout le monde a repartagé. Tout le monde avait repartagé. Tu te rappelles cette vidéo, appelle ton père. Exactement, ouais. Et du coup, ça avait fait le buzz partout encore. Et tout le monde l'a repris ce concept après. Tout le monde l'a repris ce concept. Tu le voyais partout. Tout le monde l'a repris. Et j'ai inventé beaucoup de concepts et tout le monde l'a recopié. La vidéo, après, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. C'est un peu de l'humour, un peu une mise en scène. Le truc dans le métro. Ouais. Le barbecue. Ouais, le barbecue dans le métro, oui. Enfin, ça existait déjà, mais je l'avais adapté un peu à ma manière. Tu vois, j'ai ramené ma sauce. C'est ça la différence aussi. Il y en a qui copient. Copie-colle, quoi. Scénario. C'est les mêmes mots.
Et tu le connais, tu lui dis, mais frère, t'as abusé un peu là, t'as dit la même chose. Il te répond, il te dit, ah, mais j'avais pas vu ta vidéo, je savais pas moi que tu faisais ça. Frère, tu me follow, je te follow, tu vois mes vidéos, je vois tes vidéos, tu peux pas me dire ça. Et du coup, ça avait fait le buzz. Quand je suis rentré au Maroc, tout le monde dit, ah, c'est quand que vous faites un truc au Maroc, là? Ça, j'avais fait le buzz partout encore. Donc, Et c'est vraiment là que tu transites aussi et tu commences à te dire que tu vas faire des choses aussi pour la communauté marocaine ou... Ah non, à quel moment j'ai transité? Parce que au début, j'étais que en France. Que en France, ouais. Je parlais que français, ma communauté elle était 100% française. C'est quand le groupe s'est séparé. Ouais. À un moment donné, chacun a commencé à faire ses trucs aussi. Moi, j'étais pas bien parce que tu vois, j'étais quand même très investi au niveau du groupe. Ouais. Je m'attache humainement aussi. J'étais très investi dans le groupe. Du coup, la séparation, ça m'avait fait du mal. Ouais. Et en fait, à la fin, j'étais parti au Maroc. Je sais pas si tu ouais, t'as je me remarqué, rappelle, je suis parti au Maroc, j'étais malade, je pouvais plus, j'ai pris des congés sans solde. Je suis parti au Maroc parce qu'à côté, je travaille. Bah je oui, fais des oui, c'est contenus, ça. mais je travaille à côté. Ça veut dire et tu reçois des commentaires tu fais de 9h jusqu'à 20h des fois, parce que j'étais chef de projet. Et à la fin, tu regardes les commentaires, il te dit, ah, va trouver un travail. Frère, je travaille. Je travaille et je fais ça. Va trouver un travail au lieu de commenter moi mes vidéos, là. Et je fais les vidéos. Et du coup, en plus, on n'était pas payé sur TikTok. Bah oui, à l'époque, il y avait pas de paiement. Comme ça. Ouais. Et après, tu vois, je suis allé au Maroc, je suis resté 3 mois environ, 2 mois, je me rappelle plus exactement. Et les petits de mon quartier, ils savaient que je faisais TikTok, que j'avais 1,75 million d'abonnés. Et ils savaient que j'étais connu, tu vois. Et ils ont vu mon TikTok et tout, mais tu vois, je suis pas connu au Maroc, c'est juste que les petits de mon quartier, ils ont vu mes vidéos. Et ils viennent vers moi à un moment, ils me disent, Ayoub, t'es connu. Et t'as jamais fait de vidéo avec nous. Pourquoi? Tu nous aimes pas. Et bientôt, tu vas partir. Fais des vidéos avec nous. Je dis, ok, vas-y, je vais faire des vidéos avec eux. Je prends 3 petits du quartier. Je poste les vidéos. Je fais des trucs de merde, hein, juste pour m'amuser. Mais c'était drôle, tu vois. Ouais. Je fais un micro-trottoir. Je les poste. Ça explose. 2 vidéos font 1 million. L'autre fait 100 millions. J'ai dit 100 000. 100 000. 100 000 vues. Je dis, what? Je parle arabe dans la vidéo. Genre, personne me suit. Ça va exploser sur le monde arabe, tu vois, c'est carrément un autre monde, tu vois. Exactement. J'ai fait des vidéos de magie, ils ont explosé, du moins, ça a explosé. Là, en arabe, c'est pas du tout la même langue, ça a explosé. Je dis, bon, bah, il y a un marché, il y a des trucs à faire ici. Ouais. Du coup, j'ai commencé à faire du contenu en arabe, ça marche, tu vois, ça en prend. Et à un moment, je commence à remarquer que, tu vois, finalement, mes abonnés, bah, finalement, je perds et je gagne. Je perds et je gagne. Ouais. Bon, finalement, en fait, les Français, ils se désabonnent. Et les Arabes s'abonnent. Voilà. Les Arabes s'abonnent. Donc, il y a ce switch de communauté, en fait, d'avatar, on va dire. Exactement. Donc, pendant presque 1 an, bah, je comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi j'ai gagné? Mais comme je mets des sous-titres, tu vois, tu testes. Tu testes dans les vidéos. Des sous-titres en français, tu parles en arabe, tu parles en français, tu mets des sous-titres en arabe. Comme ça, je me dis, les autres vont comprendre. Les stories, je vais mettre des sous-titres en arabe aussi, parce que comme ça, les gens vont comprendre. Si je parle, j'ai fait toutes les combinaisons possibles. Et ça n'a pas marché au bout d'un an. Je me suis dit, en fait, il y a un pote que je connais très bien. Il m'a dit, Ayoub, je comprends jamais tes stories. J'ai dit, mais pourtant, je mets des sous-titres. Ouais. Personne ne dit, ouais, mais flemme de lire. Ouais. J'ai envie d'écouter. En plus, je vois que tu t'as mis, je comprends rien. Je suis. Même chose côté l'autre communauté, ils me disent la même chose. Je dis, wow, c'est chaud. Peut-être c'est pour ça que je perds la communauté. C'est bien d'avoir des feedbacks des fois. Exactement. Et c'était en septembre, je me dis, je crée un autre compte. Un autre compte, voilà. Je crée un autre compte. Il faut trouver une solution à ça, parce que là, je perds la communauté française, je gagne de la communauté arabe, et je perds des fois la communauté arabe quand je parle trop français, et je gagne la communauté française. Donc, je suis dans son cycle où je perds et je gagne, je perds et je gagne. Je dis, on va créer un autre nom, Ayoub, mais il faut un nom logique. J'arrive pas à trouver. Bah, Ayoub logique. Du coup, j'ai créé le nouveau profil Ayoub logique en français, en arabe d'Arija. Et je poste des vidéos, et là, il y a eu la Coupe du Monde. Ouais. Et ça a explosé. Enfin, tu es parti au Qatar. J'avais une tenue spéciale. Parce que j'avais déjà pris à Miami la tenue. Tu vois, mais j'avais pas encore créé le compte. J'avais déjà pris la tenue à Miami. J'avais fait le grab avec. Je partais partout. Je marchais partout. Je faisais des vidéos. Là, il y a eu la Coupe du Monde. J'étais avec la même tenue encore, en plus. Et là, ça explose, entre guillemets, un jeune Marocain avec la tenue, il fait la fête, il amuse tout le monde prend des vidéos avec. Ça cartonne encore plus.
Et là, je suis à 1,5 million sur TikTok. Sur la communauté arabe. Communauté arabe. 2,2 millions sur la communauté française. Plus de 100 000 Insta sur la communauté française sur Insta. Et environ 100 000 maintenant sur Instagram, sur la communauté arabe aussi. Ouais. Donc, je voulais attendre les 100 000 aussi sur Insta. Ouais. Sur les deux comptes. Comme ça, c'était un objectif. Ouais. Et tu continues après, tu fais ce que tu veux. Ok, parfait. Donc, du coup, là, tu as pu exploser 2 comptes TikTok, Insta, etc. dans différentes communautés. Exact. Françaises et la communauté aussi arabe. Je dirais le monde arabe et marocain, etc. Arabe et marocain. C'est pas que... Parce que quand tu étais parti aussi au Qatar, je pense que beaucoup de gens du Golfe aussi ont vu tes vidéos, etc. Donc, tu as développé aussi une communauté là-bas. Maintenant, l'une des questions aussi, est-ce que la création de contenu rapporte de l'argent? Parce que c'est quelque chose où je pense souvent que les créateurs de contenu sont un peu timides par rapport à ça. Non, moi je suis ouvert. Ils ont... est-ce que la célébrité est signe de réussite? C'est la question. Non, jamais. Ouais. Célébrité, c'est pas un signe de réussite. Tu peux avoir 10 millions d'abonnés, mais t'as 2 euros sur ton compte. Sur ton compte bancaire. Ouais, ça veut rien dire. Mais après, tu vois, moi je travaille à côté, comme je disais. Donc c'était plus pour remplir le vide que j'avais. Le vide. C'était pas forcément une question d'argent au départ quand tu commences. C'est pas une question d'argent. Surtout que tu vois comment j'ai charbonné pendant les 5 ans. J'avais vraiment besoin de souffler, quoi. Ouais, de souffler. Et au lieu de faire du foot, tu vois, je me suis dit, autant de faire quelque chose qui va me ramener quelque chose. Ouais. Ça m'a ramené une communauté. Et franchement, tu étais dans la résidence avec moi. Oui. Je gagnais 0 dirham. Enfin, même pas euro, 0 dirham. 0 dirham. Je gagnais 0 dirham. Donc, je faisais ça vraiment pour le fun. Après, tu vois, en plus, pendant le Covid, tu le remarques pas parce qu'on était à l'intérieur. Ouais. Personne. Je savais pas à quelle échelle tes millions d'abonnés valaient. Je faisais ça juste pour le fun. Parce que finalement, personne vient te prendre des photos avec toi. Personne te dit, c'est bien ce que tu fais. Rien du tout. T'as 0 dirham. Je faisais juste ça pour le faire. Après, j'avais un but derrière. Tu vois, je me suis dit, si jamais j'arrive à avoir tant de millions, peut-être je gagnerai. Parce que moi aussi, je savais pas. Je me suis dit, vu que tu gagnes 1 million d'abonnés, finalement, tu vas gagner 1 million d'euros, entre guillemets. Ouais. Mais c'est pas le cas. Et c'est la triste réalité. Mais il faut savoir, tu peux monétiser. Surtout, comme je t'ai dit, t'as pas les contacts. Ouais. Donc, personne va venir faire des collabs avec toi. J'ai des potes à moi, ils ont moins d'abonnés que moi et ils gagnent plus d'argent que moi au niveau collab. Ouais. Parce qu'ils ont les bons contacts, le bon réseau, les bons profils. Parce que j'ai pas les yeux bleus non plus, blancs. Après, il faut pas se dire que parce que j'ai pas les yeux bleus, non. Quand même, tu peux réussir. Même, parce qu'il y a un marché quand même en France, il y a un marché quand même sur la communauté arabe, halal, entre guillemets. Ouais. Tu peux réussir, mais il faut avoir les bons contacts encore. Ok, d'accord. Et du coup, que j'ai pas. Donc les contacts, contacter Ayoub. Donc du coup aujourd'hui. La communauté, tu as une grosse communauté, mais ça ne te rapporte pas. À part la monétisation maintenant du TikTok, et aussi c'est plus d'1 minute, il y a pas mal de choses pour... Après, on va pas se mentir, sur TikTok, quand ils ont lancé ça, ça m'a fait du bien. Ouais. Et j'ai bien gagné par contre. Je vois, je doublais mon salaire, tu gagnes. Maintenant, ça fait du bien. Et puis, on va enchaîner encore les vidéos, on va faire des trucs. Ok. Et du coup, actuellement, avec cette communauté, est-ce que tu proposes quelque chose? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont un peu peur en se disant, OK, on propose du contenu et c'est du contenu qui prend du temps et les gens ne se rendent pas compte qu'une vidéo TikTok de 1 minute, parfois c'est 1 semaine que tu as passé dessus à prendre des plans, à faire le montage, à supprimer des choses, à avoir l'idée, à mettre le storytelling pour que ça tienne les gens pendant ces 1 minute là et tout. Mais derrière tout ça, tu ne gagnes pas grand chose finalement, même parce que même la monétisation TikTok, c'est pas non plus des millions. Non, c'est pas des millions. C'est pas des millions non plus, tu vois. Non, parce que il faut que les vues soient validées par TikTok, etc., tu vois. Et tout n'est pas validé. Il y a plusieurs critères quand même au niveau de la monétisation. Mais pourquoi aujourd'hui, les créateurs de contenu, ont du mal à vendre quelque chose à leur audience, mais de façon directe? Je parlais de moi-même. Ouais. Déjà. En fait, moi, déjà, il y a des collaborations que je dis non, à qui je dis non. C'est pas une question d'argent, parce que pour moi, des fois, c'est pas une question d'argent. Ouais. Mais, par exemple, il y avait le match Maroc-France. Il y a une personne qui est venue me voir, elle m'a dit, Ayoub, pour 1 000 euros, tu me fais une story sur le Maroc-France. Sur une entreprise de trucs là, de paris sportifs. De paris sportifs. Ouais. J'ai dit non.
Ouais. C'est contre mes propos. Moi, j'ai pas envie de proposer ça à ma communauté. Elle me dit, mais ça paye bien. Ouais. Pour une story en plus. Je dis non. C'est pas, même si tu me donnes 10 000 euros, je vais pas le faire. J'ai des principes à moi. Ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce que derrière, en fait, j'ai pas envie de vendre quelque chose à ma communauté à laquelle je crois pas. Genre, mais que là, d'ailleurs, on en a parlé sur un projet que j'ai envie de lancer. Ouais. Et que là où tu vois, c'est un projet que j'aime, entre guillemets. Je me dis, ah, mais en fait, ça me représente derrière, ça. Il y a une valeur derrière. Donc, je peux le vendre à ma communauté. Ça, pour moi, c'est pour ça que j'ai jamais proposé quelque chose à ma communauté derrière. Sachant que je fais des collaborations avec des grandes marques. J'ai fait des collaborations avec des grandes marques que je fais, genre, mais j'ai jamais fait quelque chose de moi, enfin, que j'ai créé moi et je propose à ma communauté. Pour moi, c'est ça l'idée, en fait. C'est, quand je parlais de monétisation, c'est que toi-même, tu crées quelque chose pour ta communauté. C'est pas les partenariats ou les collaborations. Oui, parce qu'effectivement, les partenariats et les collaborations, c'est bien, mais quelque part, c'est comme si tu as un peu de truc là, c'est comme si tu as pas certains principes, c'est que tu vas vendre n'importe quoi, les paris sportifs à ta communauté, le trading à ta communauté, tu leur diras d'aller dans telle application de trading, tout ça. C'est vrai, tu as gagné de l'argent, mais derrière, tu risques de faire perdre de l'argent à ta communauté et te décrédibiliser. Alors qu'aujourd'hui, la communauté, c'est vraiment un pouvoir. Avoir une communauté qui te suit. Tu la respectes. Qui te respecte aussi, et tu les respectes en retour, etc. Et tout par rapport à la valeur que tu leur apportes. Demain, tu peux lancer, quand toi-même, tu lances tes projets à toi, tu vois, c'est beaucoup plus crédible et surtout, comme tu l'as dit, c'est des projets que tu aimes, tu vois, et derrière, la communauté aussi peut suivre. On a vu pas mal d'influenceurs et souvent, je dirais influenceurs, même des créateurs de contenu qui ont lancé des marques qui ont explosé. Ouais. Tu vois. Et c'est ça aussi, c'est ça que je parlais en fait. Ça, c'est une mentalité plutôt américaine. Américaine, oui. C'est aussi je trouve la communauté aussi, elle s'investit pas autant que la communauté américaine, la communauté arabe aussi. Enfin, on va pas se mentir. J'ai remarqué cette différence. Après, peut-être parce qu'ils se sentent à ma place. Tu vois. Ils se disent, ah, mais c'est un Marocain qui a grandi au Maroc, maintenant qui est parti à l'étranger. Et tu vois, ils se sont engagés plus que ma communauté, plus que 2 millions des fois. Ouais. Genre, là, quand je vais au Maroc, j'ai l'impression que je suis plus connu au Maroc qu'en France, sachant que j'ai une plus grande communauté en France qu'au Maroc. Ouais. Tu vois, genre, eux, ils s'investissent plus, ils sont là plus pour toi, parce qu'ils s'identifient. Ils s'identifient, c'est ça, ils s'identifient, voilà. C'est l'identification, c'est vraiment ça. Mais c'est lui, du coup, je peux avoir le même parcours que lui. Tu vois, tu les inspires d'un Exactement, côté. Alors qu'en France, j'ai moins cet impact-là. Je suis quand même, je reste quand même un Marocain français qu'un Franco-Marocain. Ouais. Tu vois. Donc c'est pour ça. Mais là, c'est pour ça il faut que en parlant de toi, avec toi aussi, avec mes potes qui me disaient, Ayoub, 2 millions d'abonnés. Alors si j'étais à ta place, j'aurais monétisé ça. Ouais. Parce que il n'y a pas de mal de monétiser si toi tu aimes et si eux ils aiment. Mais moi j'avais toujours cette mentalité-là. Je peux pas vendre quelque chose à des gens, je vais profiter d'eux. Mais non, mais si toi tu aimes et eux ils aiment le produit, entre guillemets, ou le service que tu proposes, il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. En fait, c'est quelque chose, moi je pense, qui freine beaucoup de créateurs de contenu parce que les créateurs de contenu ont peur. Ouais. En fait, ils ont peur. Et je ne parle pas des collaborations ou des paris sportifs ou des trading, etc. Non. C'est-à-dire, ils ont peur eux-mêmes de vendre quelque chose, tu vois, auquel ils tiennent, en fait. C'est-à-dire, de sortir un vrai projet, ils vont dire, les gars, allez payer. C'est ça. Ils ont peur parce qu'ils se disent que, si je fais ça, les gens vont se désabonner, les gens vont pas être contents. Ils vont voir que derrière, j'ai un esprit derrière. Mais moi, ce que je dis, c'est que, par rapport aux créateurs de contenu, aujourd'hui, faire une vidéo, c'est des équipements. Tu vois, c'est parfois, je dirais même 500 € à 1000 € par mois que tu mets, parce que parfois, il faut que tu te déplaces. Ouais. Tu veux aller dans un environnement. T'es parti au Qatar. Ouais. Le billet d'avion, tu l'as payé. L'hôtel, tu l'as payé. Pour faire des contenus, tu vois. J'ai pas payé. Ouais, tu as trouvé une collaboration. Bah oui, bien sûr. Mais, entre guillemets, c'est que, quelque part, tu aurais pu payer toi-même, tu vois, pour aller créer du contenu. Oui. Tu vois, moi, je suis venu à Dubaï, personne ne m'a payé. Je suis venu moi-même. À Miami, personne ne t'a payé. Personne m'a payé, par contre. L'hôtel, t'as payé toi-même de ta poche, le billet d'avion, etc. Donc, parfois, tu te retrouves à dépenser 500 €, voire 1000 € par mois pour créer du contenu gratuitement pour ta communauté. Donc, il n'y a pas de mal, selon moi, à leur dire, les gars, j'ai sorti un projet, ça coûte 50 €, ça coûte 100 €.
investissez sur le projet, c'est vraiment quelque chose parce que je vous apporte de la valeur. Et ça te permet aussi d'avoir cette réciprocité, c'est du gagnant-gagnant aussi. Mais le truc, c'est que souvent dans la communauté française, les gens perçoivent cela comme une arnaque. Et beaucoup de créateurs ont peur, donc ils préfèrent s'orienter uniquement sur, comment je vais dire, les collaborations. Oui, telle marque m'a contacté, nanani, nanana, etc., tu vois. Voilà. Alors que pour moi, tu as plus à gagner à avoir 100% de ton business que d'aller prendre des commissions, ou bien d'aller prendre des collaborations à 500 €, même si c'est le post ou la vidéo, etc., selon moi. Après, je me rappelle, enfin, ça me revient comme maintenant, je me rappelle, j'avais fait une formation TikTok. Ouais. Je sais pas si je te rappelle, mais ça avait pas très très bien marché. Après, je l'ai pas très bien commercialisé aussi sur Internet. Et c'était l'époque où j'étais en phase down, oui. de moi, tu vois, genre mentalement, j'allais pas bien et je l'avais mal commercialisé. Et du coup, depuis, je pense, ça m'a mis cet obstacle aussi à la tête, comme quoi, genre, enfin, tu réussiras pas. Ouais. Je me suis démotivé mentalement. Je me suis dit, vas-y, je vais continuer ce que je sais faire très bien, c'est de faire des vidéos. Ouais. Et je continue à faire des vidéos. Et même, deuxième point, je pense, en France, on a eu cette phase, enfin, on l'a encore, où les influenceurs ont trop escroqué leur communauté. Ont trop profité de leur communauté. Donc, au final, tu te retrouves avec mais si je fais ça, je deviens comme un influenceur. J'aurais l'image de l'influenceur qui veut juste profiter de sa communauté. De sa communauté. Vendre tous les produits qu'ils peuvent avoir, tous les services qu'ils peuvent avoir, gagner le max de thunes et aller à Abu Dhabi ou à Dubaï, au Qatar pour dépenser cet argent. Voilà, je pense que c'est un des critères pour tous les créateurs de contenu, c'est de ne pas avoir cette image-là d'un influenceur qui profite de sa communauté à max, il le fait saigner jusqu'au max. Oui, mais après, pour moi, je trouve qu'il y a une différence parce que les influenceurs, souvent, c'est les collaborations. Ouais. Et souvent, tu vas voir, c'est du trading, paris sportif, même des collaborations un peu type dropshipping avec des produits qui sont pas de qualité, etc. et tout. Donc, la communauté. Dropshipping est mal vu en France à cause d'eux, finalement. Ouais, c'est à cause d'eux que c'est très mal vu. Tellement ils ont saigné que finalement. Voilà, tu vois, donc avec des produits de merde. Donc, c'est tout ça qui a créé un peu cette image négative que dit à dropshipping et à arnaque. Et aussi que les influenceurs, c'est des connards. Ouais, tu vois, en plus, après, ils ont se réfugier à Dubaï et tout, etc., dans des business un peu chelous. Donc, c'est tout ça qui a donné aussi cette mauvaise image à Dubaï, d'une certaine manière, aussi aux influenceurs. Mais moi, je pense quand même que il y a aussi le volet où, au niveau des Français, souvent, et quand tu gagnes de l'argent, déjà, c'est déjà mal vu. Ah, c'est mal vu. Tu vois. Tu gagnes plus d'argent que ton chef. Ton chef veut dire, comment ça, tu gagnes plus d'argent que moi? Ouais. Genre, bien, moi, t'es plus jeune que moi, tu veux pas, moi, j'ai de l'expérience, j'ai Toi, tu fais des vidéos drôles, tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Tu gagnes double, entre guillemets, ou un truc comme ça. Mais pour eux, c'est chaud. Non. C'est moi qui te paye. C'est moi qui te paye. Donc, ça crée un peu ce conflit et tout. En tout cas, pour moi, personnellement, je me dis non, que c'est pour tous les créateurs. Et vraiment, tout le monde aujourd'hui doit créer une communauté. Déjà, peu importe le métier que tu fais, même si tu es barbeur, barbier, coiffeur, etc., tu crées une communauté et tout. Et on le voit beaucoup sur le marché américain où ils n'ont pas de complexe par rapport à l'argent. Non. Sur le marché américain. Les gens savent, ils ont une communauté, la communauté est contente, ils vont leur vendre des trucs, ils vont leur vendre des formations, tout le monde est content, tout le monde s'enjoy. Et il y a cette mentalité, même où on se dit, putain, il a réussi. On va réussir. Ah ouais. Il a quitté le bled, il est venu en France, il est ingénieur, il est chef de projet ici dans une grosse boîte. Après, il a lancé TikTok, il a 3 millions d'abonnés cumulés. Et tout. Les gens sont fiers, en fait, de ce parcours. Et c'est pour ça que je voulais même faire ce podcast, pour que les gens puissent voir aussi un peu ton parcours. Parce que souvent, comme tu l'as dit, tu vas recevoir des commentaires, les gens disent, il va travailler. Ouais. Et il est chef de projet, les gars. Ouais, c'est ça. Ah, ça me tue, c'est les commentaires qui me tuent le plus. Ah, mais tu sais pas parler français. Ouais. Frère. C'est pas ma langue. C'est pas ma langue. C'est pas ma langue au français. J'ai appris le français. Je sais pas. J'ai fait une vidéo avec Redouane Bouguerba. Ouais. Enfin, Redouane Bouguerba. Ouais. Redouane Bouguerba. Ouais. Tu vois, j'avais croisé à une avant-première de Gad Elmaleh. J'ai fait une vidéo avec lui. Et tu vois, j'ai écrit fais-moi rire. J'ai écrit F-A-I-T. Ouais. Tu vois, genre fais-moi rire. Fais-moi rire, ouais. Et les commentaires. Merde. Et apprends à parler français. Fais, ça s'écrit avec un S, pas avec un T. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Je vois une faute. Tant que tu me fais passer l'idée, tu vois, quand j'étais en Angleterre, je faisais des fautes, genre, H24. Quand les gens me corrigent, c'est pas qu'ils me critiquent. Exactement, ouais. Ils me corrigent juste pour me corriger. En France,
t'as l'impression de l'avoir tapé. Et ouais, tu me dis, fais-moi rire, mais genre, ouais, en fait, ça s'écrit avec un S, pas avec un T. Ouais. Voilà pourquoi. Genre, tu m'apprends. Et ça, moi, j'aime bien les critiques, mais pas ce type de critiques. Genre, après, je lis le commentaire, je me dis, moi, je m'en fous. Parce que tu vois, quand tu fais les contenus, il faut que tu sois solide. Ouais. Ah non, mais c'est clair. Moi, je fais des contenus sur YouTube. Surtout, je fais des contenus business. Parfois, des messages que tu reçois, les insultes que tu reçois. Il faut... non, parfois, tu dors pas la nuit. Hein. Il y a des gens qui t'envoient des emails. Non, mais tu es là, tu réfléchis. Putain, mais attends, mais c'est de moi qui parle comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Surtout que la vidéo, toi, derrière, tu l'as fait juste pour aider les gens, pour faire rire. Et tu reçois ce genre de... Tu te dis, what? Qu'est-ce qu'il raconte, les gars? Et là, vous savez où j'avais... Enfin, tu vois, j'écoute pas mal Gary Vee. Ouais. Et là, c'est là où je me suis dit... Il avait dit un truc. Quand tu lis les commentaires, surtout quand tu fais de la création de contenu, tu fais du business en général, les bons commentaires doivent pas t'impacter. Et les mauvais commentaires doivent pas t'impacter. Si tu commences à écouter les bons commentaires, tu vas écouter les mauvais commentaires. Ouais. Donc, sois neutre. Juste regarde, tu dis... Ah, ils m'ont dit ça, c'est bien. Ah, dans le côté mauvais, ils m'ont dit ça. Ah, il faut que j'améliore. Ouais. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Hein. Pas, ne mets pas le cœur dessus, quoi. Exactement. Mets pas le cœur dessus parce que sinon, il va Exactement. tu vas le faire à la grille. Tu vois, donc, pour moi, je pense que c'est important pour les créateurs de contenu, en tout cas en France, de monétiser leur contenu. Oui. Et ça te permet aussi d'être maintenant à plein temps dessus, parce que là, après, tu peux peut-être laisser ton boulot, etc., te mettre à plein temps dessus et apporter beaucoup plus de valeur, justement. Parce que sinon, bah, tu es toujours partagé entre le boulot, parce qu'effectivement, il faut que tu gagnes aussi ta vie et aussi avoir même tout un métier, parce que la création de contenu, c'est un métier aussi derrière. C'est un métier. Hein. C'est un métier. Donc, ça te prend tout le temps pour faire ça. Bah, c'est un sacrifice, là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que je vois pas. Il y a beaucoup de choses que je fais pas. Je parle à moins de gens même par message parce que, finalement, t'as pas le temps de faire tout ça. Tu peux pas sortir autant. Si tu sors, en même temps, tu fais des vidéos. Exactement. Bah, tu profites de chaque occasion. De chaque occasion. Même si tu sors une avant-première, bah, tu sors pour voir le film, mais en même temps, t'es en train de, par exemple, j'ai fait la vidéo avec Redouane, tu vois. Exactement. Genre, à chaque fois, t'es H24 en train, bah, tu m'as vu quand je suis en train de marcher. Tu fais des vidéos en même temps, tout le temps. Tout le temps, c'est jamais, l'outil de travail est toujours dans ma poche, un téléphone. Bam, je filme, je fais mes trucs, toujours en train de réfléchir, toujours en train de dire, qu'est-ce que je peux faire avec cette idée-là, comment je peux créer ça, tu vois. Créativité tout le temps. Et aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs pour essayer de monétiser ta communauté aujourd'hui, quand même pour essayer d'être déjà à plein temps, de créer quelque chose qui va leur apporter de la valeur. Alors, tu vois, c'est quoi un peu ton objectif? Alors là, c'est là où Alain, il intervient. Vu que lui, il sait très bien faire ça, je vous conseille de prendre sa formation. Je suis mon créateur de contenu qui fait l'influenceur. C'est là où, là, tu m'avais, toi et la personne qui est derrière la caméra. Le directeur artistique, là, qui se cache. Exactement. En fait, c'est plutôt les personnes qui sont proches de moi qui m'ont vraiment conseillé de trouver quelque chose que je dois faire pour ma communauté. Ouais. Et c'est là où on a parlé d'idées, où tu m'as passé le contact, tu m'as aidé. Oui. Et du coup, j'ai lancé mon truc et j'attends bientôt. Enfin, j'ai pas envie d'en parler encore sur la vidéo, mais je sais pas si ça va marcher. On va tenter, mais en tout cas, le cœur y est, la poche y est, le temps y est. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, on lâche pas l'affaire, tu vois. On verra où ça va. On peut faire une podcast numéro 2. Ouais. Et on va voir, on peut en parler si tu veux, comment ça a avancé et comment ça a avancé à ce niveau-là. Exactement. Et qu'est-ce que ça a donné. Et aujourd'hui, avec la création de contenu et tout, est-ce que ça te permet j'imagine, de rencontrer des grands artistes? Est-ce que tu as aujourd'hui des adresses, des contacts aujourd'hui qui te permettent quand même de... Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça tu peux, ça là, des gens, je me suis dit, genre, tu vois, même après, tu vois, déjà, je me disais, jamais je partirai en France. Comme je disais à notre pote hier, avant-hier, je sais plus, il y avait un avion qui passait et quand j'étais au bled avec mes potes, je disais, si j'étais Spider-Man, j'aurais fait, je serais accroché à l'avion, on serait parti. Et nous, l'araignée, il faut qu'elle pique, là.
Genre, on se disait ça. Je me suis jamais dit que j'allais rentrer en France. Tu vois, mon objectif quand j'étais petit de gagner 300 €, c'était déjà un succès pour moi. Bah oui, c'est fou. 300 €. 300 €, c'était déjà un succès. Tu vois, comme on dit chez nous, il faut savoir dire Hamdoullah. Ouais. Il faut savoir dire Inch'Allah. Ouais. Tu vois, genre, là, je me disais, tu vois, quand j'avais rajouté un 0 à l'objectif, tu vois, j'ai gagné 3000 €. Ouais. Déjà. Et du coup, bah, tu te dis, ah, merde, je gagne plus de 300 €. Enfin, je gagne 3000 €. Pour moi, je travaillais quand j'avais 13 ans, je travaillais déjà. Au bled, j'ai gagné 3 € par jour. Je gagnais 3 €. Je mettais tout le temps de côté mes 3 €, puis je me suis dit, un jour, je vais en avoir besoin. Et pendant l'été, tu vois, les gens, ils partaient, ils allaient en vacances. Moi, l'été, j'étais là en train de travailler déjà. Tu vois, j'avais déjà ce mindset. Avant, je travaillais, tu vois, je rencontrais des gens, je vendais des glaces, tu vois, des choses comme ça que tu fais comme ça. J'ai vendu des comment on appelle ça déjà? Des prêt-à-porter. Des prêt-à-porter aussi, ouais. Des prêt-à-porter avec les femmes. Ouf, elles étaient dures à la négociation. Hein. C'est là où j'ai appris à négocier. Tu vois, quand j'ai gagné 300 €, enfin, quand je me suis dit 300 €, j'ai réussi. Après, je suis parti en France. Je suis parti en France. Après, j'ai commencé à gagner de l'argent. Je dis, ah, bah, je vais travailler. Et après, enfin, à chaque fois, tu vois plus grand. Ouais. T'atteins une étape, tu dis, ah, bah, j'ai gagné, alhamdoulilah, ça. Mais maintenant, il faut que je vois plus, tu vois. Du coup, bah, j'ai commencé à faire des vidéos et j'ai rencontré plein de gens. Genre, je t'ai rencontré toi, du coup. J'ai rencontré plein de gens que je me suis jamais dit dans ma vie quand j'étais petit que j'allais les rencontrer. Pareil, quand j'ai fini l'école, je dis, ah, bah, c'est bon, j'ai atteint les limites. Je vais rencontrer que des gens dans mon, mais j'étais pas satisfait de ça. Je voulais rencontrer d'autres personnes. Et du coup, bah, finalement, j'ai rencontré Adil Rami, j'ai rencontré Redouane, j'ai rencontré Gad El-Maleh, Jamel Debbouzi, me suit sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Du coup, tu vois, t'as Daniel Fernandez qui est venu jusqu'à chez moi. Tu vois, Daniel Fernandez, je le voyais que sur YouTube. Et c'était un des plus grands magiciens à l'époque. Que tu connaissais, quoi. Que tu connais, enfin, que tout le monde connaissait. Ouais. Il était passé chez Hélène, un truc comme ça aussi à l'époque. Show, Oprah, etc. Il a vu tout. Juste là, il était aux Oscars. Il invitait partout. Il était chez moi à la résidence. À la résidence, il a dormi chez toi. Il a dormi chez moi à la résidence. Il dit, ouais, toi, t'as tout cet argent, tu viens dormir chez moi, squatter chez moi à la résidence. Mais tu vois, là, tu vois des gens, genre, ils s'en foutent. Genre, ils sont là pour rencontrer aussi des gens, faire du. Tu vois, il est passé à Paris la dernière fois. Ouais. Il m'a appelé, il m'a dit, Ayoub, est-ce que t'es sur Paris, on se voit? Alors que c'est des célébrités, quoi. C'est une célébrité de malade. Il connaît tout le monde. Son carnet d'adresse, c'est tout le Hollywood. Ouais. Et pourquoi tu ne profites pas aussi de ça pour, c'est pas partir aux États-Unis pour, c'est pas, parce que tu fais de la comédie, tu fais quand même pas mal de choses. Je pense que te voir dans un film ne m'étonnerait pas, tu vois. Ouais, mais moi, un jour, on sait jamais. Mais pourquoi tu te... En fait, c'est là où encore le carnet, j'ai un bon carnet d'adresse, mais j'ai pas le carnet d'adresse qu'il faut encore. Ouais. Le carnet d'adresse, ça travaille. Tu vois, je travaille à côté. Je suis pas H24. Genre, des fois, il y a des événements à la journée où t'appelles pour faire quelque chose. Moi, je suis pas disponible. Ouais. Maintenant, est-ce que tu as prévu à un moment donné de passer à un autre niveau, d'aller peut-être aux États-Unis, de développer d'autres communautés ou de te mettre à plein temps à un moment donné? Franchement, moi, je crois à quelque chose qui s'appelle le maktoub, comme on dit chez nous. En vrai, chaque chose vient à son temps. Au bon moment, ouais. Bon moment. Faut pas se précipiter. Enfin, c'est bien de se précipiter et dire, ah, j'ai envie. Mais faut savoir le bon moment. Enfin, il n'y a jamais de bon moment. On dit, faut se lancer. Mais deux fois, tu le sens aussi. Tu te dis, c'est le moment, il faut que je risque. Il faut que je prenne ce risque. Il faut que je fasse ça. Et tu vois, j'ai quand même beaucoup de responsabilités derrière. Ouais. Tu vois, donc tu peux pas vraiment dire, ah, bah, je fais le pas, mais c'est pas grave ce qu'il y a derrière. Je m'en fous. Je peux pas. Moi, j'ai quand même des responsabilités. Je fais les trucs. Je gagne pas mal d'argent. Alhamdoulilah, tu vois, je suis satisfait avec ce que je gagne. À un moment, je vais dire, peut-être, voilà, je vais gagner plus. Faut que je prenne le risque parce que sans risque, tu vois, pour passer de 300 € à 3000 €, tu parles pas la langue, t'as rien. Fallait que tu prennes le risque pour gagner les 3000 €. C'est pas quelqu'un qui va venir et va te dire, tiens, tu vas gagner 3000 €. Faut que tu fasses ce risque-là. Ouais. Pour passer de 3000 à 6000 ou 7000, c'est à toi de, temps libre, c'est à toi d'aller faire quelque chose pour gagner plus. Il y a personne qui va venir et va te dire, tiens, ça le sait, hein. Surtout quand t'es un étranger, enfin, même au bled, il y a personne qui va venir et va te dire, tiens, sauf si t'es né déjà dans une famille où tu as déjà des contacts qui sont établis pour toi, etc. Ouais. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, en 12 ans en France, qu'est-ce que tu retiens un peu de ton parcours? Est-ce que tu es au moins fier de toi-même? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Franchement,
Tu vois, je suis content de où je suis aujourd'hui. Ouais. Franchement, je regrette pas déjà. Tu vois, même si les réseaux marchent pas après ou quelque chose, j'ai atteint un niveau où, mentalement, enfin intellectuellement, ambitionnement, je sais pas, on invente un mot, genre où je me dis alhamdoulilah, mais après tu vois, il y a une autre partie de moi, tu vois, qui me dit Ayoub, tu peux faire beaucoup plus que ça. Beaucoup mieux, ouais. Tu peux mieux faire. Avec ça. Ouais. Surtout que tu vois, moi, en tant que créateur de contenu, je sais faire très bien mon travail. Enfin, pas que, même en tant que chef de projet, Ouais. gestion, je fais très bien mon travail. Donc, tu combines ces deux profils-là, c'est trop bien. Genre, quand je fais des vidéos avec des gens qui font des créations de contenu, ils sont déjà bons. Et quand ils me voient trouver des idées, tu vois, moi, je suis H24 en train de penser à des idées, comment je fais faire ça, comment je vais faire ça. On est en train de tourner, je dis, Alain, Non. il faut faire ça. Oh, mais t'as une super bonne idée, viens, on fait ça. À chaque fois, même des créateurs de contenu qui ont 5 millions d'abonnés, tu vois, j'ai tourné avec Benoît Chevalier, et on était là, on dit, mais c'est une très bonne idée, comment t'as... Alors qu'il y a des gens sur création de contenu, zéro création de contenu, hein. Il faut copier, coller. Ouais. Et un pote, il m'envoie, tu vois, le concept que je fais des outfits, là, en ce moment. Je suis la première personne à faire ce contenu, que ce soit en mode arabe, anglais, français, jamais dans le monde, t'as vu ce concept-là. Ah ouais. Tu vois, il y a ce concept où tu viens, caniche. Mais moi, j'ai créé un concept sur les outfits. Première vidéo, 6 millions de vues. Direct. 6 millions de vues. Et en 24 heures, ça fait 1 million et quelques. Déjà, là, j'ai refait une vidéo en arabe, et il était là, je l'ai posté. En 22 heures, 1,1 million de vues. Et j'avais posté une vidéo carrément, tellement, tu vois, j'étais chaud en concept, avec une meuf. En 1 heure, 1 million de vues. Waouh. 1 heure, 1 million de vues. Tu sais, ça veut dire 1 million de vues, c'est rare. C'est très rare. Ouais. En 24 heures, tout le monde le fait. Ouais. En 1 heure. En 1 heure, c'est chaud. Et là, la meuf, elle m'envoie un message. Elle dit, Ayoub, je pensais pas que la vidéo, elle allait percer. Est-ce que tu peux l'enlever? Je dis, wow. Et je la connaissais, la meuf. J'ai enlevé. Ouais. Genre, mais je l'aurais laissé sur mes stats, ça, c'est quelque chose. Tu vois, c'est pour ça que même quand je travaille avec des marques, tu vois, ils aiment bien comment je réfléchisse, comment je trouve les idées. Ouais. C'est pour ça que aussi maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Ouais. Là où j'aurais besoin de ton aide. Tu vois, il faut mélanger un peu le profil parce que être juste créateur de contenu, tu veux pas réussir. Ouais. Tout seul, tu peux jamais réussir. Ça, tu le sais, je pense. Tout le monde, enfin, sauf ceux qui s'embêtent, qui ne savent pas encore. Mais tout seul, tu peux jamais réussir. Comme on dit chez nous au bled, une main n'applaudit pas. C'est ça, une main n'applaudit pas. C'est ça, il faut deux mains pour. Exactement. Et du coup, vraiment, ce que tu dis est très intéressant. Comment tu trouves, ou bien, par exemple, lorsque tu dis que tu travailles, tu as des idées et tout, ce que je vais remarquer chez toi quand même, et qui est très rare, c'est que quand tu penses quelque chose, tu le fais. Ouais. Direct. C'est que tu ne procrastines pas, quoi. Quand tu penses un truc, tu le fais. Tu dis, on le fait en même temps. Là, tout de suite. Comment tu arrives à ce niveau? Parce que c'est pas facile. Tu vois, même moi, jusqu'à présent, il y a des choses que je pense, mon gars, je reste là, je glande dessus, je le fais pas alors que je sais qu'il faut que je le fasse, tu vois. Et comment toi, tu arrives aujourd'hui où tu as une idée tout de suite, tu mets en exécution? Je sais pas. Après, je suis en retard. Je suis souvent en retard. Je pense que vous êtes tous les deux témoins sur ça. Je suis tous les deux témoins sur ça. Je suis souvent en retard. Si tu me dis 9h, j'arrive à 9h30. Genre, il faut toujours mettre 30 minutes Mais en fait, genre, moi, quand je fais, je sais pas, en fait, je saurais pas te dire ça. Ouais. Genre, moi, j'ai une idée. Je me dis, si je la fais, en fait, c'est ça, je pense. Si je la fais pas là, quelqu'un va avoir l'idée avant moi. Parce que t'as l'idée, mais des fois, vous avez l'idée tous les deux en même temps. Exactement, ouais. Quelqu'un là, dans un autre côté du monde, surtout dans le domaine de création de vidéos, quelqu'un là, dans l'autre côté du monde, il va la faire et tu seras pas le premier à la faire. Ouais. Et du coup, si je la fais pas maintenant, bah, je perds le temps, tu vois, genre, je perds le buzz ou je perds quelque chose. Donc, je la fais direct. Je dis, vas-y, il faut que je trouve la personne, les potes, tu vois. Et c'est ça aussi que le monde de création de contenu, c'est comme tous les mondes, en fait, c'est toxique. Ouais. J'ai des potes, tu vois, on a fait des vidéos ensemble. Ça a cartonné, je vois les vidéos de métro, ça a cartonné. Ouais. À un moment, genre, j'ai eu l'idée, viens, on fait ça. Je l'appelle, je lui dis, viens, on fait ça. Il me dit, super bonne idée, tout ça. Et il va le faire dans son coin. Moi, il va le faire dans son coin. Il l'a fait, il l'a posté. Moi, j'étais là en train de scroller. Mais c'est mon idée. Pourquoi il l'a fait? Et c'est pas la première fois, c'était la 3e, 4e fois. Tu vois, là, je donne la première, je dis, parce que par exemple, Liane, c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Ouais. On avait fait une vidéo ensemble.
C'était mon idée. On l'a fait. Je rentre chez moi. Tu vois, j'étais à Lyon. Je remonte sur Paris. 2 jours après, je scroll. Je vois la vidéo. Il m'avait tagué. Je vois la vidéo. Je dis, what? Je l'appelle direct. Hey Yann, mais la vidéo, tu vois, t'es dedans, mais c'est mon idée. Ouais. Il me dit, oui, mais je pense que tu vas la poster un peu plus tard. Je dis, bah oui, j'étais à Lyon, je viens de rentrer, le temps de me reposer et tout. On a fait quand même 20 vidéos en un week-end. Ouais. Ok, normal. Il me dit, ah, mais oui, celle-là, j'avais très bien aimé. Je dis, Yann, c'est ma vidéo. Je te respecte mes vidéos. Je respecte tes vidéos. Quand tu auras une idée, tu la postes avant moi et après, je la poste, aucun souci. Ouais. Je la poste et après, tu la postes, aucun souci. Il me dit, ah, ok, désolé, je vais l'enlever. Il l'a enlevé. Ouais. Tu vois, ça, des personnes comme ça, Yann, Ouais, comme je l'ai dit, ouais. il y a le respect, il y a l'honnêteté derrière, etc. Et la personne, je l'appelle, je lui dis, hey, mais t'as fait la vidéo, c'était mon idée. Il me dit quoi? Ah non, c'était mon idée à moi. Je dis, what, mais il y a quelques semaines, je t'ai parlé de l'idée. Il dit, non, c'est mon concept, c'est mon idée. Ok, prends ton idée, prends ton concept, c'est pas grave. De toute façon, on sait qui a créé les vidéos, qui a eu les idées. Les prochaines vidéos, enfin, tu peux faire d'autres vidéos, mais tu n'auras pas la même création. C'est comme j'étais pas en train de parler à une artiste, genre on était en train de parler, je lui ai dit, t'as pas peur que les gens copient ton art? Ouais. Il me dit, les gens peuvent copier mon art, mais ils peuvent pas créer mon art. Exactement. Ouais. Genre, ils peuvent copier tout ce que j'ai déjà fait, mais ils peuvent pas créer ce que j'ai jamais envie de créer après. Non, ils doivent toujours patienter, attendre en fait. C'est ça, ils sont toujours le deuxième après. Mais après, au bout d'un moment, on est toujours, enfin, les créations, au bout d'un moment, t'arrives à la limite. Tu dis, enfin, chaque être humain, on voit tous les grands créateurs, les musiciens et tout, au bout d'un moment, ils arrivent à un stade où ils peuvent plus créer. Mais bon, on verra, Inch'Allah, comment ça va avancer des choses. Et du coup, par rapport à ton parcours aussi, c'est qui sont les gens qui te motivent? Parce que tu parles beaucoup de Gary Vee. Tu vois, c'est un entrepreneur américain qui est dans le marketing, etc., qui fait pas mal de vidéos de motivation. Donc, tu parles aussi de lui souvent. Mais qui sont les gens qui te motivent un peu, ou c'est un peu quoi ton leitmotiv, tu vois? Qu'est-ce qui te pousse à avancer, etc.? C'est Mohamed Ali. Mohamed Ali. Ouais. Toujours. Sur mon fond d'écran du téléphone, t'as Mohamed Ali. Sur mon fond d'écran, sur l'ordi, t'as Mohamed Ali. J'ai plusieurs codes de Mohamed Ali. Ouais. Parce que comment Mohamed Ali, ce qu'il avait fait, c'était énorme. Ouais. Il vient de rien. Après, tu as aussi le Ronaldo. Enfin, moi, je suis plus quelqu'un qui aime bien les leaders sportifs. Parce que, comme c'est derrière, des fois, ils sont pas obligés de faire ce qu'ils font. Ouais. Mais ils font quand même des grands efforts. Ils influencent quand même beaucoup le monde. Donc, surtout Mohamed Ali. À l'époque, c'était pas facile pour lui. Un Renoir, américain, un musulman qui s'est converti, il est devenu musulman. Ouais. Et qui a refusé d'aller en guerre. C'était compliqué pour une personne comme ça. Et jeune, si jeune que ça. Et en plus, comment il parlait. Fly like a butterfly, sting like a bee. Mohamed Ali, c'était un bon. Ouais, c'est un bon. Donc, c'est tout ça qui te motive un peu à avancer aussi au jour le jour et à continuer. Ça. En plus, il y a cette rage à l'intérieur. Ouais. Tu vois, genre, il y a pas que ça. Il y a cette rage, cette ambition derrière tout ce mélange, tu vois, tout ce cook-là, cette recette-là qui fait de moi Ayoub aujourd'hui, je pense. Et demain. Et j'espère qu'elle va pas mourir, mais qu'elle reste. Mais après, si elle meurt, c'est que j'ai atteint la limite. La satisfaction, je pense. Ouais. Parce que si tu remarques, la personne, si elle est satisfaite, elle avance pas. Ok. Alors, je pense sûrement, tu attends, tu te dis, ah, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, t'arrêtes de faire des efforts. Ce que j'avais fait, j'ai eu ça souvent aussi, genre, on va pas se mentir, il y a des périodes où j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est pas que genre, j'étais satisfait des fois, ou j'étais down, tu vois, on est humain, tu vois, surtout quand tu appuies trop sur l'accélérateur, au bout d'un moment, le moteur, il va s'exploser. Il faut savoir reculer, tu vois. Et aussi, est-ce que c'est le fait je pense aussi, il y a aussi le fait de quitter ton pays, de venir en France, de vivre un certain nombre d'événements qui font que parfois tu te dis que je ne peux pas me permettre d'abandonner, je ne peux pas me permettre tu peux pas abandonner ce que tu as fait, ce que tu as eu. Surtout quand on était à l'école, moi des fois, déjà j'ai changé ma rage déjà, parce que moi quand j'étais à l'école, je sais pas si tu te rappelles, mais je cassais tout. Ouais. Je tapais même les murs. Je me rappelle. Genre, j'avais mal ici à ce niveau-là, j'avais mal parce que j'étais en rage. Déjà, il y avait des racistes, tu peux pas les taper, tu vas te faire virer. Tu peux pas les taper. Du coup, je rentrais aux toilettes, j'étais bouc, Mohamed a dit bouc. Je tapais parce qu'il fallait que je sorte cette rage-là. Et je la sortais là et au taf. Ouais. Je travaillais.
je faisais le taf, j'étais là à l'école. Vous étiez deux, moi j'étais tout seul. J'étais tout seul. Avec mon rack, j'étais obligé de rester à l'école. Vous, t'étais encore plus loin que moi, t'habitais plus Ah ouais, loin. moi j'habitais à 2h30. T'étais encore plus loin que moi. Mais moi, j'avais pas d'ordi, donc j'étais obligé de rester jusqu'à le dernier métro à l'école pour pouvoir rentrer. Parce que sinon, j'avais pas d'ordinateur. Comment je vais travailler chez moi? Ouais. J'ai rien. En plus, on est dans une ingénieur informatique. Et je devais traduire tout. J'étais le premier à avoir le droit d'utiliser un dictionnaire pendant l'examen. Ah ouais. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un avec un dictionnaire pendant les examens? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un comme ça? Et même le surveillant, tu vois, on avait des surveillants un peu. Et je le raconte, j'ai les yeux qui sont rouges là. Il passait à côté, il voit un truc à côté, il me dit, t'as pas le droit, qu'est-ce que je fais là? Je dis non, j'ai le mot de la directrice parce que moi je suis allé voir la directrice, je lui dis, déjà, la prof, elle parle rapide, trop vite pour moi, je comprends pas. Il me dit, comment ça, tu comprends pas? Bah, t'as fait le test. T'as fait le test de langue et tout. Comment ça, tu comprends pas? Je dis, elle parle trop vite. Nous, au Maroc, on parle pas aussi vite que ça. Exactement. Et il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Déjà, il y avait Michel Petit, le prof de français, là. Le français, Je lui dis, monsieur, j'ai du mal en français, est-ce que vous pouvez m'aider? Du coup, moi, j'allais le voir pendant les pauses, j'écrivais des articles, je lis les livres, je faisais tout ce qu'il fallait pour réussir. Et il me dit, pendant les examens, moi, genre, par exemple, déduire, je pense, c'était quoi? Déterminer, ouais. Moi, déterminer, j'ai vu déterminer la formule. Ouais. J'ai déterminé la formule, tout ça, j'ai fait, je reçois les notes. J'ai eu 16,5 en électronique. Ouais. Je dis 16,5. Elle me dit, Ayoub, là, t'as trouvé les formules. Pourquoi t'as pas déterminé après? Je dis, bah, si, j'ai déterminé la formule. Elle dit, oui, mais t'as pas remplacé avec les chiffres. Ouais. Je dis, mais madame, vous avez déterminé, pas calculé. Je dis, madame, et elle me dit, Ayoub, déterminé, c'est calculé. Je dis, shit, j'aurais pu avoir 20. Déterminé, c'est calculé. Et du coup, bah, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Du coup, j'étais obligé d'avoir un dictionnaire à côté. Pendant les examens. Et après aussi, on avait Mastercorp, tout ça. Du coup, j'allais voir les anciens examens. Tu les faisais. Je traduisais tous les mots, trucs comme ça. Je demandais à un pote. Il y avait Rémi à cette époque-là. Ouais. Heureusement, il était là. Tu vois, je lui disais, Alexandre aussi, c'était un très bon pote. Alexandre, ce qu'il faisait, il me disait, Ayoub, tu notes le tout, et moi, je t'explique après. Surtout qu'Alexandre, c'est pas n'importe qui. C'est une tête, Alexandre, quand même. En plus, j'étais avec Alexandre et Adrien. Heureusement. C'est des deux génies, là. C'était deux génies. Ils travaillaient pas pour des petites entreprises aujourd'hui. C'était grandes entreprises. Et, tu vois, moi, je comprenais facilement les maths, tu vois. Moi, les maths, j'étais une tête. Lui, les maths, il était nul. En plus, la physique, tu vois, c'était bien. En plus, on avait une prof qui était arabe. Exactement. Elle nous aidait tellement. Et du coup, bah, moi, je lui expliquais ça et lui, il m'expliquait tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Mais même, je lui expliquais, mais lui, il était capable, hein. Parce que moi, je l'apprenais en une semaine. Lui, des fois, j'arrive, je comprenais pas. Ouais, il le prend en 30 minutes, il le comprend, ouais. Moi, c'est ce qui m'énervait le plus. Bah oui, non, mais je pense qu'on avait les mêmes frustrations quand toi, t'as passé une semaine. Tu vois l'autre, il a dormi. Surtout Eugène, lui, m'énervait pour ça, Eugène. Tu viens, il dit, ok. Oh, c'est bon, j'ai compris. Oui. Et tu fais comme ça. C'est bon, j'ai compris. Je me dis, mais merde, moi, j'ai passé une semaine pour comprendre ce truc, tu vois. C'est ça, c'est là où tu vois qu'en fait, il y a des gens qui, enfin, je sais pas, on peut dire qu'ils sont nés avec ce don. Et nous, on doit acquérir ce don, enfin, on doit le compléter avec le travail. Et c'est ça. Et de toute façon, moi, il y a quelque chose que je dis souvent, hein, le travail du bat toujours le talent. Non. Ouais, même les grands joueurs de foot, ils vont te dire ça. Hein. Oui, ça bat toujours le talent. Si tu travailles et que tu ne lâches pas, tu peux battre. Parce que tu as remarqué, même à Epitaine, les gens qui étaient talentueux, ils étaient... Et on le voit aujourd'hui, dans notre groupe d'amis, on est désolé, mais... on était limite les derniers de la classe, hein. De toute façon, on était les derniers de la classe. Moi, j'avais 10. Voilà. Pas le dernier, mais le dernier de la moyenne. De la moyenne, tu vois. On était souvent s'alignés comme ça avec tous les autres, mais Mona, Yacine, Eugène, etc. Mais quand tu regardes aujourd'hui, 5 ans après, notre parcours notre parcours de blédard, tu vois, par rapport à tous nos amis qui étaient beaucoup plus forts que nous, pour la majorité, quand même, aujourd'hui, je regarde et je dis, je suis content quand même. T'es content? Je suis content quand même. Je me dis quand même que ça a été un chemin assez long. C'est long et dur. Et dur, mais je suis assez content parce que il faut dire quand même que dans notre groupe d'amis de 5-6 personnes, tu vois, ça a été très compliqué pour nous.
Tu vois. Et pourtant, aujourd'hui, quand je vois le résultat, ce que tu fais en entreprise, ce que les autres font, tu vois, Yacine qui change de pays tout le temps, que ce soit Marius, tu vois, que ce soit Eugène, etc. Ouais. Je me dis quand même que par rapport à tous les autres, on n'a rien à envier. Quand même. On a bien réussi. On a bien réussi en vrai, tu vois. Tout le monde est bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on est resté ensemble. Exactement. C'est pas chacun il s'est dit maintenant j'ai réussi ma vie. Maintenant moi maintenant j'ai 2 millions d'abonnés. Ouais. Vous avez combien Un abonné. Il y a d'autres qui n'existent même pas. Ils n'existent même pas. Tu vois, vous êtes plus dans le même niveau que moi. Même niveau, ouais. De classe sociale. De classe sociale, etc. Toi, je suis invité à des événements, il faut que je vous invite à chaque fois. Non, tu vois, non, on est resté comme on est. Exactement, et c'est ça qui m'a fait plaisir. Et c'est pour ça, justement, je voulais que tu partages aussi ton expérience, ou en tout cas, ton parcours aussi sur la chaîne pour inspirer aussi d'autres personnes. Parce que c'est aussi ça, c'est quand tu quittes ton pays, tu viens en France, tu traverses des galères, et il faut être fort. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas que, en France, il faut être fort mentalement. Faut être fort. Sincèrement, il faut être fort mentalement, il faut être solide mentalement parce que tu ne vis pas les choses de la même manière que les autres. C'est très compliqué. Tu as le froid toi, tu quittes un pays chaud. Tu as le froid qui est là aussi. Je souffre encore. Ah oui. tu as l'école d'ingé aussi. Tu as d'autres mentalités derrière. Il n'y a pas cette amitié vraiment soudée. Et finalement, tu vas remarquer que dans un cercle d'amis, en limite, c'est les blédards. Ouais. C'est un cercle d'amis où même les Français qui sont dedans, c'est des blédards aussi, tu vois. Aussi, ouais. Donc, on a resté dans un cercle d'amis où on se comprenait parce qu'avec les autres, c'était compliqué de se comprendre, d'avoir de vraies amitiés. On a quelques potes comme Alexandre. Comme Alexandre. Alexandre, c'est un blédard. Non, quand même. Tu vois, là, cette mentalité quand même, tu vois, qui est assez intéressant. Et ça nous a permis quand même de rester ensemble et de pouvoir évoluer jusqu'à présent. Tu vois, on est à Dubaï tous ensemble. On a pu se voir. On s'est vu au Danemark avec l'autre. On essaie quand même une fois par an comme ça de tous se voir, de partager notre expérience. C'est ça qui est bien. Et même surtout, je sais pas si tu te rappelles par exemple la dernière fois qu'on était chez notre ami qui vient d'avoir son enfant. Ouais. Tu vois, en fait, chacun s'ouvrait à tout le monde. Tout le monde racontait son expérience. Exactement. Et en fait, on parlait et comme si tu disais à quelque chose, tu t'attendais pas à être critiqué de l'autre côté. Ouais. Genre, tu t'attendais à être comme c'est mieux. C'était meilleur que chez un psy. Ouais. J'étais chez un psy. Wallah, j'ai payé 60 €. Il m'a dit, OK. Il a noté. Wallah, il a noté. Parce qu'il y a personne qui te comprendra mieux que tes amis que tu connais depuis longtemps et que t'as souffert avec. C'est pas, tu vois, ils étaient là dès le début. Ils étaient pas là, genre, à la fin ou, ils étaient là dès le début. Genre, tu parlais, tu racontais ton histoire. Et t'attendais pas à être critiqué et c'est ça aussi, hein. Souvent, entre amis, souvent, quand on dit nos problèmes, parfois nos problèmes de couple, nos problèmes, etc. Il y a quand même ce volet où les autres sont à l'écoute. L'idée n'est pas de conseiller, mais d'écouter, de compartir un peu, de donner quelques conseils, etc. pour améliorer les choses. Et il y a ce volet que j'aime bien dans notre petit cercle d'amis quand même, où on essaie de se motiver. Il n'y a pas de jalousie. Pas de jalousie. Tout le monde est assez bien, tout le monde est assez content. C'est ça. Au contraire, on te dit, alors, on doit parler. Comment t'as fait, tu vois? Voilà. C'est pas genre, tu gagnes plus que moi alors que tu viens du bled. Exactement, tu vois. Il y a pas ce volet-là et tout le monde est assez content de ce qu'il fait. Tout le monde se pousse aussi d'une certaine manière aussi. On se conseille, tu vois. Par exemple, vous m'avez dit la même chose. Ayoub, il faut que tu commences à monétiser tes contenus, que tu lances quelque chose aussi, que tu, je pense en tout cas que même ta communauté, il voit aussi une certaine authenticité. Et souvent, on pense que la communauté va réagir négativement, mais parfois, moi, je l'ai vu avec ma communauté, sincèrement. Et surtout, le fait que tu aies créé un compte sur le bled aussi est très important parce que, comme tu l'as dit, les gens vont te voir, vont se voir à travers ta réussite, en fait. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en disant, c'est parce que c'est toi. C'est parce que tu viens du bled. J'ai pris ta formation parce que j'ai senti dans ton parcours que ça ressemble à mon parcours. Moi aussi, j'ai quitté le pays. Moi aussi, je galère en France. Moi aussi, tu vois. Et je vois que toi, tu as réussi, donc je peux aussi le faire. Tu vois. Et c'est ça aussi, le fait de faire de la création de contenu. Et je pense, il y a tellement de gens qu'on aide. Par exemple, là, je suis venu à Dubaï. Il y a 2 personnes, un Béninois et sa femme, qui sont à Dubaï et qui m'ont dit, Alain, tu sais pas comment tu nous as aidés. À l'époque, je faisais des lives gratuits sur les réseaux sociaux où je donnais des conseils. Ils ont suivi mes conseils à la lettre. J'étais même choqué. Ils m'ont dit, Alain, t'as parlé, on en a fait. Tous les samedis à l'école, c'était samedi, tous les samedis, on attendait que ça. Alain passe en live, Alain, tu vois. Et aujourd'hui, les gars font des centaines de milliers d'euros par mois. Ils sont à Dubaï, ils ont une très belle vie et tout. Et ils ont dit, quand j'ai posté sur Instagram que je suis à Dubaï, ils ont dit, il faut qu'on te rencontre absolument. Ça fait plaisir. À cause de toi, on est là. Tu vois, j'étais aussi en Côte d'Ivoire un jour
Et j'ai une dame, elle m'a spammé partout, elle m'a écrit dans les commentaires, allez, je dois te rencontrer. Je dis, mais attends, pourquoi? Et elle m'a dit, attends, t'as fait une vidéo sur YouTube sur comment utiliser Facebook pour le business. Aujourd'hui, j'ai démissionné, j'ai lancé une agence. Aujourd'hui, j'ai quitté 150 000 francs CFA par mois. Aujourd'hui, je fais des centaines de milliers d'euros, enfin, de millions de francs CFA par mois grâce à tes vidéos. Et il fallait que je te... Moi-même, j'étais là, je dis, ah bon? Je la connaissais même pas. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. C'est pas que l'argent. C'est pas que l'argent, ça fait plaisir. C'est pour ça que je pense que c'est important, au-delà de tout, tu vois, de créer une communauté, comme on le fait déjà, de leur apporter de la valeur, de leur vendre aussi des choses qui va vraiment les aider, tu vois, étape par étape. Et même eux, enfin, ces choses qu'on se dit pas, c'est même eux, ils vont se sentir impliqués avec toi. Exactement, ils vont se sentir impliqués. On va dire, ah, mais lui, on l'aide, on vit son histoire, Exactement. on fait quelque chose avec lui. C'est pour ça que là, il faut trouver le bon projet derrière. Exactement. C'est comme toi, tu produis, enfin, en dropshipping, je pense, il faut que tu trouves le bon produit. Exactement, ouais. Je pense qu'un créateur, pareil, il faut qu'il trouve le bon produit derrière, le bon service avec sa communauté. Ouais, effectivement. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir sur le podcast, d'accord. Merci, et en plus, bon, Ayoub, c'est un ami, d'accord. C'est un ami, voilà. C'est un frère. C'est un frère. On a eu le même parcours aussi d'ingénieur du bled, etc. On est venu en France et il a réussi. Et l'idée de ce podcast aussi, c'est vraiment tous les gens qui sont au bled ou tous les gens qui vont s'identifier, de savoir que c'est possible, vraiment. En travaillant dur, de ne pas lâcher, il y a ce volet vraiment développement personnel, ce volet état d'esprit, mindset, volonté aussi, et de voir que on peut vraiment réussir. Et peu importe de ce qu'on peut dire aussi sur la France, des critiques qu'on peut avoir sur la France, c'est quand même le pays qui nous a aidé à nous rendre compte que dans la vie, voilà, c'est pas les blagues, quoi. C'est ça. Il faut charbonner, il faut travailler. Et on est tombé sur des bonnes personnes aussi, que ce soit en amitié, et aussi parfois des bons professeurs aussi, et qui ont voulu nous aider. Il y a eu des connards, il faut le dire, mais il y a aussi des gens vraiment, par exemple la directrice Kavatota, pour rapidement, à mon niveau à l'époque, quand je viens et je rencontre, il faut payer 10 000 € l'année. Parce que moi, je ne sais pas, moi je pense qu'en France, l'école est gratuite. Donc je débarque, on me dit, mais non, il faut payer 10 000 € l'année, je peux pas payer les 10 000 € l'année. Et je suis allé la voir, elle m'a dit de payer en fin d'année. Donc c'est en août que moi je payais. Donc c'est pour ça qu'à l'époque je faisais les cours on a fait un peu les cours de maths, avec Yacine qui le faisait. On regardait la bibliothèque, on fait prospectus, on a tout fait. En tout cas vraiment ça me fait plaisir les amis, ça me fait plaisir de t'avoir ici à You. T'as raison. Les autres sont trop timides, ils veulent pas se montrer sur la caméra, mais bon. On respecte. On respecte et comprenez que mon entourage c'est vraiment des charbonneurs et c'est ça qui me motive aussi. Et souvent je dis quelque chose, j'ai eu la chance d'être entouré de gens plus intelligents que moi. Pas moi, en tout cas. Pas moi, les autres, ouais, en tout cas, moi, sincèrement, quand je voyais pas, non, mais c'est vrai, quand je voyais Eugène, Marius, même Yacine, tout ça, moi, je dis, ils sont du coup, pas moi, en tout cas. Moi, on était dans le même cas un peu, tu vois. Vraiment, moi, j'étais, maintenant, il le découvre, mais moi, j'étais fasciné, hein. Ah ouais. Leur rapidité à comprendre les choses et tout. Parce que moi, je devais travailler, parfois, toute la nuit pour essayer de comprendre, tu vois. Et moi, ça me fascinait. Tu vois, même toi, moi, je te respecte. En vrai. Parce que toi aussi, tu travailles, tu charbonnes. Enfin, toi, tu m'as réveillé, là, à quelle heure? À 7h. À 7h, alors qu'on a dormi à quelle heure? À 2h. 3h. Ouais. On a dormi, moi, j'ai dormi, il rentre. Ayoub. Ouais. Bon, allez, on a l'heure du podcast, là. L'heure du podcast et tout. Donc, tu vois, ça me fait plaisir d'être entouré de gens comme ça. Et ça nous motive aussi. Vraiment, merci beaucoup encore, Ayoub. Merci à toi. Et peut-être que tu repasseras sur le podcast dans d'autres circonstances. Quand tu vas lancer ton projet et tout, on en parlera aussi. Ouais. On va essayer de pousser aussi par rapport à tout ça. Et merci, les amis, d'avoir suivi ce podcast. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Attends. Fin de tournage.